Rien. Et je peux zoomer même maintenant. De toute façon, c'est bien qu'on n'a que 3 lignes à regarder dans le Rambam. Donc voilà, donc on est dans le chapitre 7, donc Halacha Aleph, donc on commence le chapitre 7, et donc principalement dans ce chapitre au début, en tous les cas, il va parler sur le passage de la Torah qui parle de la harangue que le Kohen, donc il y avait un Kohen spécifique qui s'appelait le Kohen Mashiach Milchama, qui était loin pour la guerre, qui faisait donc avant comment dire, avant la guerre, quoi. Et on va regarder, en tous les cas, aujourd'hui, on va regarder les psukim de la Torah, etc. Mais voilà, donc c'est pour vous dire qu'il va parler de ça, on va dire, dans les pas mal d'alachot, quoi, 4-5 alachot, ça va être ça, ça va être ça sur cette histoire-là. Donc la préparation psychologique, si on veut, à la guerre, ça va être ça un peu le thème, en tous les cas, du début du chapitre 7 de Maïmonide. Ok, mais donc voilà, donc c'est tout, c'est moi et en deux que je fais. Donc je commence le Rambam. Donc la halakha qu'on va faire aujourd'hui, c'est la halakha Aleph, une seule halakha qui est pas très longue, mais voilà, et on va se concentrer sur un seul sujet. Vous allez voir sur en fait principalement à savoir est-ce que le Kohen Mashiach Milchama, on peut parler beaucoup de cette histoire de qu'est-ce que c'était en fait ce Kohen Mashiach Milchama, c'est-à-dire ce Kohen loin pour la guerre, et quel était son rôle. Et voilà, quoi. Et surtout, est-ce qu'il intervenait dans les guerres facultatives ou dans les guerres de mitzvot, etc. Ça va être ça le sujet en tout cas. Ok, donc Rambam il dit Echad milchemet mitzvah, que ce soit une guerre de mitzvah, Echad milchemet areshut, que ce soit une guerre facultative, mais manin kohen, donc on doit appointer, je ne sais pas comment dire, on va appointer, disons en anglais, comment dire en français, on doit nommer, on doit désigner, on doit en fait, voilà, on doit donner un job, quoi, à un kohen. Les daber el ha'am, ça veut dire pour parler avec le peuple, bishat me amilchama, au moment de la guerre. Okay. Et on le oint avec l'huile d'onction, ce qui était rare, quoi, puisqu'il n'y a que le Kohen Gadol qui était oint avec l'huile d'onction, et ce Kohen-là, puisque même les rois, en fait, ils étaient oints que s'ils n'étaient pas eux-mêmes fils de roi, donc ce qui était très rare, que David qui a été oint, Shaoul a été oint, Shlomo a été oint aussi parce qu'il y avait ses frères qui s'étaient battus contre lui, mais c'était rarissime quand on utilisait l'huile d'onction. Donc, en tous les cas, ça montre l'importance de ce, voilà, de ce Kohen Meshuach Milchama. Vezeu Anikra Meshuach Milchama, et c'est le Kohen qui est appelé loin pour la guerre, Meshuach Milchama, qui est loin pour la guerre. Right. Et donc, ça veut dire, le point, ça veut dire qui est intéressant, le point sur lequel, pour l'instant, on va s'arrêter au début, c'est le fait que Maïmonide, il dit donc ce Kohen Meshuach Milchama, il intervenait même que ce soit dans une guerre de mitzvah ou bien une guerre facultative. Pourquoi ça veut dire c'est difficile? C'est-à-dire parce que quand on regarde les versets de la Torah, on va voir qu'on va faire ça, ces versets tout de suite après, mais on voit qu'une grande partie de ce qu'il disait le Kohen Mashiach Milchama, c'était en fait, à part le fait de motivation, c'est-à-dire on va voir que dans le discours du Kohen Mashiach Milchama, il y avait deux parties. Il y avait un discours de motivation, et il y avait un discours où en fait c'était ça simplement à épurer en fait les soldats en disant voilà celui qui a construit une maison, qui n'a pas qui n'a pas habité, qui rentre chez lui, celui qui est fiancé, qui ne s'est pas marié, qui rentre chez lui, etc., etc. Et en fait tout ça c'était que dans les guerres facultatives, c'était pas dans les guerres de mitzvah. Dans une guerre de mitzvah a priori tout le monde devait participer, même comme la Gemara la Mishnah a dit, même quelqu'un qui était au milieu de son mariage. Voilà, etc. Tout le monde était obligé, c'est une mobilisation générale. Donc en fait, il y a une grande partie de ce discours qui est clairement pas du tout adapté en fait à la guerre de mitzvah. Et donc a priori, quand on lit les psukim, on a l'impression que ça parle que d'une guerre facultative, d'une guerre en fait de conquête, et pas d'une guerre de mitzvah. Donc en fait, ça va être un peu difficile de comprendre. Enfin, on va voir, etc. Ça veut dire, en tout cas, c'est un chidouche, c'est ce qu'il dit Maïmonide, que en fait, que même Cohen, en réalité, il devait parler au peuple, etc. Donc voilà, donc ça, on va, je ne sais pas même ce que j'ai fait, 2 secondes. Par rapport à l'ordre, je ne sais pas si je fais les psukim d'abord ou si j'ai fait le répète d'abord, 1 seconde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait les psukim d'abord, on va faire les versets d'abord. 2 secondes, c'est pareil, coopératif. Et voilà, donc dans les versets de la Torah, c'est ça. Donc voilà, c'est Deutéronome chapitre 20. Voilà, et voilà, les premiers versets de 1 à 10, on va dire. Alors, Kitetse la milchama aloïvecha, quand il sortira, donc les versets de la Torah ils sont là, Kitetse la milchama aloïvecha, quand il sortira en guerre contre tes ennemis,
Veraita Sus Varechev, et tu verras donc des chevaux et des chars, Amrav, et une grande armée, Mimecha, une armée plus nombreuse que toi. L'autre Mehem, n'aie pas peur d'eux, qui Hachem Elokecha Imach, parce que Hachem, ton Dieu, est avec toi. Amalcha Me'ez Misraïm, qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. Ensuite, on te dit, Vaya Kekarofrem El Amilchama, et ce sera lorsque vous vous rapprocherez de la guerre. Venigash à Kohen, et donc il va se présenter le Kohen, Vediber El Aham, et il va parler au peuple. Vama Alehem, il leur dira, Shema Israël, écoute Israël, Atem Kerivim Ayom La Milchama, vous êtes proches aujourd'hui de la guerre, alors Ivechem sur vos ennemis, Al Yirach Levafrem, ça veut dire que votre cœur ne soit pas ramolli, Val Tirou, n'ayez pas peur, Val Tarpezou, ne rentrez pas en panique, Val Tarzu, c'est aussi un autre, synonyme de panique, quoi. Il y a peur, je sais pas, angoissé et panique, on va dire, j'en sais rien, Mipenehem, devant vos ennemis. Qui Hachem Elokechem, parce qu'Hachem, votre Dieu, Aolach Imachem, il va avec vous, l'Ilachem Lachem, pour faire la guerre pour vous, Imaïvechem avec vos ennemis, Loshia Etrem, pour vous sauver. Et ensuite, donc, on nous dit que, après ça, donc, il y a un nouveau protagoniste qui apparaît, qui sont les Shotrim, c'est-à-dire les officiers, a priori, on va traduire, voilà, ils ont traduit les officiels, ça veut dire les officiers qui, a priori, ne font que retransmettre le discours du Kohen Gadol, c'est-à-dire puisqu'à l'époque, c'est du Kohen Mashuach Milchama, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de micro, donc en fait, voilà, donc il y avait besoin d'avoir des types qui ça veut dire qu'ils écoutent qu'est-ce qu'il a dit, ouais. Donc Medibou Achatrim, Medibou Achatrim El Aham, ça veut dire, et donc les officiers ils diront au peuple, les morts en disant, Mi Haïsh Asher Bana Bait Chadash Velo Chanacho, donc quel est l'homme qui a construit une nouvelle maison, Velo Chanacho, mais qui n'a pas inauguré Yelech Veyashav Leveto, qu'il aille et qu'il retourne dans sa maison. Ben Yamoud Bamilchama, de peur qu'il meure dans la guerre, Veishacher Yahnechenu, et qu'un autre homme, ça veut dire l'inaugure à sa place. Umi Aïch Asher Nata Kerem Velo Chilelo, qui est celui qui a planté une vigne et qui ne l'a pas inaugurée, et Yelech Veyashav Leveto, qu'il rentre et qu'il retourne dans sa maison. Ben Yamoud Bamilchama, de peur qu'il meure dans la guerre, Veishacher Yachaleleno, et qu'un autre homme aussi l'inaugure à sa place. Et qui est celui qui s'est fiancé avec une femme et qui ne s'est pas marié avec elle. Il est qui rentre dans sa maison. De peur qu'il meure dans la guerre. Et qu'un autre homme se marie avec elle. Ensuite, on dit mais ils vont continuer. Donc, le mot Yosef qui veut toujours dire, qui a une double signification, qui veut dire et continuer et s'arrêter. Voilà, voir ce que ça veut dire ce que ça revient en même. Ça veut dire les deux. Mais tu vois, en hébreu, on a des concepts très merveilleux, tu vois. Et donc ça veut dire, comme le mot Yosef, c'est un de ces concepts merveilleux qui veut dire s'arrêter et continuer en même temps. Donc ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, moi, je pense que c'est pour comprendre le mot Yosef, à mon avis, c'est il faut voir un juif tunisien, ça veut dire, c'est les mecs, ils changent jamais, ils continuent toujours la même chose comme des tu vois, ça veut dire qu'ils tournent en boucle, tu vois. Donc c'est ça ce que ça veut dire, ça, en même temps, tu t'arrêtes parce que tu arrêtes de progresser, et en même temps, tu t'arrêtes pas parce que tu continues toujours à faire la même chose. Tu vois, mais ça veut dire donc les Chatrim, ils vont soit continuer, soit s'arrêter de parler au peuple, ils diront, qui est celui qui a peur et qui est angoissé, quoi, qui est, voilà, je sais pas, Yarach Alevav, traduction des mots, qui a un cœur ramolli, Yalach Veyashav Leveto, qu'il aille et qu'il rentre dans sa maison, Velo Yimas et Vevav Echav qu'il va vaut et qu'il ne liquéfie pas le cœur de ses frères comme son cœur. Ok. Et ça sera lorsque les officiers ils auront terminé de parler au peuple, au Fakedou s'arrête, c'est de Roshaham, on mettra des chefs d'armée sur le peuple, sur le peuple. On a perdu quelqu'un en route, mais bon. Je ne sais pas si j'avance. 2 secondes, j'essaie d'abord de fermer ça. Bon, j'en profite. Ah, ok, je suis obligé d'avancer de toute façon le temps que la transition se fasse, que c'est pareil, elle vient s'ouvrir. 1 seconde, donc j'arrive. Ouais, en espérant que ça marche. La dernière fois, j'avais eu un message d'erreur. J'ai eu un message d'erreur, donc c'est super. Donc ça va 2 secondes, hein, parce que voilà, 2 secondes, parce que 2 secondes. Je vais y arriver, je suis obligé de tout refaire, parce que le message, 2 secondes. Je vais revenir sur le Rambam. Et, je ne sais pas pourquoi, c'est pareil, il bug des fois maintenant.
zéro, zéro. Ouais, ok, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Zéro, j'arrive, hein. Je vais mettre ça à la place. Ok. Donc au moins ça c'est fait. Désolé, hein, mais c'est parce qu'il y a des lignes de Sefaria que je ne sais pas pour quelle raison elles ne marchent pas. Et en fait, je pourrais le savoir déjà à l'avance. C'est ceux que quand tu mets sur le chat, il n'y a pas le petit dessin qui apparaît. Et bon, tu vois, je ne sais pas exactement pourquoi. Tu vois, mais j'avais déjà vu déjà. Bon, je ne sais pas comment fixer ça. Je sais pas que je vais voir. En tous les cas, donc ça en tous les cas, ça c'est la Sagot Haravad. Ça veut dire donc encore une fois, donc le Ravad c'était un commentateur qui était contemporain de Maïmonide. Et comment dire, et donc voilà, donc lui il a écrit des asagot, ça veut dire des objections. Et le mot objection il est important, on va voir pour la suite, mais c'est-à-dire que donc normalement le truc c'est que le Ravad quand il dit quelque chose, il vient contredire Maïmonide. C'est ce qu'il faut savoir. Et donc, en tous les cas, donc, qu'est-ce qu'il dit le Ravad sur ça? Donc, Ran Milchamat Mitzvah, donc, lui dit que cette loi, donc, du Kohen Mashuach Milchama, donc, de ce Kohen, donc, qui harangue les soldats, cette loi, elle s'applique même dans une guerre, que ce soit dans une guerre de Mitzvah, que ce soit dans une guerre facultative. Sur ça, il dit Amar Abraham, donc, à chaque fois qu'il y a dans le Raven, ça commence souvent avec Aleph Aleph, ça veut dire Amar Abraham. Abraham a dit, Elcha, parce qu'il s'appelait Abraham ben David, Elcha Liot Ze Lenyan Aliyach Levafrem. Donc, il veut dire, en réalité, le Raïvel, il dit, il y a deux parties dans le discours du Cohen, et en fait, il y a une partie qui va dire, qui est de l'ordre, comment dire, comment on peut appeler ça, donc un discours de motivation. Donc, il dit, en fait, la première partie qui est, n'ayez pas peur, parce qu'Hachem va faire la guerre pour vous, etc., etc. Donc, cette partie, on comprend que le Cohen, ça a un sens qui le répète dans une guerre de mitzvah. Donc, c'est ce qu'il dit, Amaram, Efshal, Yod, Zelinyan, Alirach, Levafrem. C'est-à-dire que tout ce que Maïmonide dit que donc on doit comment dire, nommer un Kohen qui soit loin pour la guerre, c'est uniquement en fait pour cette histoire-là que dans la partie du discours de motivation, qui est donc que vos cœurs ne soient pas ramollis, que votre cœur ne soit pas ramolli. Aval Leinian Ashar, mais en Achozrim, mais en ce qui concerne tous ceux qui rentrent de la guerre, mais Ocham Milchama, donc ça veut dire Ocham Milchama, j'ai du mal à traduire, ça veut dire Milchama c'est la guerre, Orche c'est comme Shulchan Aruch, ça veut dire les arrangements de la guerre, mais ça veut dire c'est quand on organise les troupes, quoi. Je sais pas comment traduire ça. Ça veut dire, en tous les cas, ça veut dire de la, je sais pas, Ocham Milchama, ça veut dire des arrangements de la guerre. L'Onéma, et là, les Milchamet Areshut, ça a été dit que dans les guerres facultatives. Aval, l'on les Milchamet Mitzvah, mais pas pour une mitzvah, une guerre de mitzvah. Vachita Bigmara, et c'est ainsi que c'est écrit dans la Gemara. Donc, lui, ce qui veut dire, donc, le Ravad, il dit, ouais, en fait, si, en fait, le Kohen, Mashuach Milchama, le Kohen qui est loin pour la guerre, en fait, il parle au peuple dans une guerre de mitzvah, c'est uniquement pour faire le discours de motivation. C'est pas pour la deuxième partie du discours. C'est ce qu'il dit grosso modo le Ravad, et c'est logique, on va dire. Ça veut dire, ok, c'est presque évident. Le problème, justement, sur ça, c'est que c'est évident. Et donc, en fait, si vous voulez, je vais simplement citer maintenant, parce que je suis obligé de faire manuellement, parce que voilà, j'ai un problème avec le lien de séparer, mais ça veut dire donc, une seconde. C'est si jamais, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le KSF Miché, ça, c'est le commentaire du Rav Yosef Karo. Tout va bien. Voilà. Et donc, le Rav Yosef Karo, je vais essayer de zoomer, et ouais, ça a l'air de marcher. Donc, en tous les cas, il y a marqué donc, Echad Milchamat Mitzvah, voilà, donc, etc. Donc, il dit le Rav Yosef Karo sur ce commentaire donc, du Ravad qui a écrit donc, des objections sur Maïmonide, du vivant de Maïmonide, etc., qui est un contemporain de Maïmonide, comme je vous ai dit, etc. Donc, il dit sur ça, Rav Yosef Karo, il dit Velo Yadana, ça veut dire je ne sais pas, Mai Ata Lashmoinan, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre, le Ravad? Qu'est-ce qu'il est venu dire? D'ailleurs, Mishnah Shlemaï, parce que c'est une Mishnah claire, on sait que tout celui qui est, quand il y a une guerre de mitzvah, tout le monde y va, même ceux qui ont des maisons qu'ils n'ont pas inaugurées, etc. Et que tout ce dont on parle là-bas dans la paracha, c'est que dans les guerres de facultatives, les guerres de conquête. Avec Rabbeinu Beperek, Maïmonide lui-même, en réalité, Maïmonide lui-même aussi, ça veut dire, il mentionne, en fait, c'est à la Chotma, plus loin dans ce même chapitre, c'est quand est-ce que tout cela ils doivent rentrer, c'est uniquement dans une guerre facultative. Aval bemilchemet mitzvah, mais dans une guerre de mitzvah, à kol yotzim, tout le monde y va, à philo khatan mechadaro, même le khatan de la chambre du yichud
où il est avec la Kala, avec Kala Mechupata et la Kala de sa Chupa. Donc voilà, donc ça veut dire grosso modo que voilà, il n'y a pas de, ça veut dire c'est évident. Et donc Rabbi Yosef Karo, il demande sur le Rahavad, qu'est-ce qu'il vient nous dire le Rahavad. A priori, ça veut dire ce qu'il a dit, c'est ce que Maïmonide aussi il pense, et c'est évident. Et voilà, donc en quoi c'est une objection, en quoi il vient discuter sur lui. Et le Rabbi Yosef Karo, il ne comprend pas, il laisse ça comme ça. Il dit, je ne sais pas. D'accord. D'accord. Bon, moi, je vais essayer dans un premier temps d'essayer de répondre en fait à cette question. Et ça veut dire, et donc en fait, pour répondre à cette question, j'ai posé évidemment une autre question, comme d'habitude. Et ça veut dire l'autre question, elle arrive, tant que si c'est variable coopère. Voilà, c'est variable coopère en étant récalcitrant, mais bon, on ne veut pas dire général, c'est variable parce que ça suffit comme ça. Donc en tout cas, donc ça, c'est Maïmonide dans le livre des Mitzvot. Et donc dans Maïmonide, dans le livre des Mitzvot, il va, comme d'habitude, aussi se contredire. Donc, donc ça veut dire c'est-à-dire que voilà, donc ça c'est dans la mitzvah positive, dans les commandements positifs en ce qui concerne voilà là, donc 191 en ce qui concerne donc cette mitzvah qui est de lui compte ça comme une des mitzvahs de la Torah, de préposer un Kohen qui va donc parler au peuple au moment de la guerre. Donc dans la mitzvah 191 il dit ça, donc je traduis. Hishetzivanu, donc c'est ce que la Torah nous a ordonné, chez Nemane Kohen, c'est que l'on nomme un Kohen, chez Yochiach Laam, c'est-à-dire qu'il va faire des remontrances au peuple, Torachat Amilchama, le mot donc Torachat, ça voudrait dire, je ne sais pas, ça veut dire un discours de motivation, c'est très difficile à traduire le mot Yochiach, c'est-à-dire selon Maïmonide. Normalement, nous, en hébreu moderne, on apprend une Torachat, ça veut dire faire des reproches, mais ici, c'est clairement pas ça, c'est pas des reproches, mais donc ça voudrait dire faire la morale, on va dire comme ça. C'est très difficile à traduire. Hein. Le mot Torah, c'est un sujet à part entière, honnêtement, mais bon, en tous les cas, bref, je vais pas rentrer là-dedans. En tous les cas, donc le Kohen, donc il fasse, donc je sais pas, un discours de morale, il donne un discours de la morale de la guerre, Veyarzir Mishen Oraoul et Lachem, et qu'il fasse revenir celui qui n'est pas apte à aller en guerre. Ou parce qu'il est faible, Bavour Chetier, Mahashavto, Benyan, parce que sa pensée, elle va être, on va dire, elle va être ailleurs, d'une certaine manière, il va avoir une pensée qui est d'une manière, Yachayevlo, Miutagvoa la Milchama, qui va l'entraîner à avoir peu de courage, on va traduire comme ça, à la guerre. C'est-à-dire que pour lui, la raison pour laquelle tous ceux qui ont fait ces trucs-là, qui a une vigne, qui a une femme ou une maison, etc., c'est parce qu'en fait, tellement il veut rentrer à la maison, tellement il veut se marier, tellement il veut goûter son vin, que en fait, c'est sûr qu'il va essayer en fait de faire attention à sa vie. Et en fait, pour Maïmonide, comme il va le dire dans la suite de la halakha, aller en guerre, c'est mettre sa vie en danger. Et donc, en fait, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas capables de se mettre en danger, c'est ceux-là qui ne peuvent pas aller en guerre, quoi. Vem Shlosha, Dvarim Shebia Katuv. Et ce sont les trois donc, que le verset il a parlé. Donc voilà. Et simplement après, ils vont aller en guerre. Donc, il dit, et donc c'est le Kohen qui est appelé Mashuach Milchama, donc il est loin pour la guerre. À chaque fois que je dis ce mot-là, maintenant je pense au robot qui est en train d'apprendre l'hébreu, tu vois. Veyomar Metorat à la jeune, et ça veut dire, et donc on dit dans le langage Metorat à la jeune, je sais pas, ça veut Torah, c'est-à-dire dans la Torah, encore une fois, je laisse ouvert, hein, ça voudrait dire dans le discours moral qui est marqué dans la Torah. Mais aussi, et donc voilà, et donc il va dire le texte qui est marqué dans la Torah. Mais aussi mais il va rajouter à part ça, on va dire ses propres idées, quoi. Yereru alevavot, qui vont motiver, qui vont réveiller les cœurs, c'est la milchama, à la guerre. Veyaviem les saken et atzmam, donc il va les amener à se mettre en danger. La azor d'Hachem, pour aider la loi d'Hachem, les ovdo, pour le servir, l'ishmar mitzvotav, et garder ses commandements, les nakem, et de se venger, masechalim, des imbéciles, Amafsidim, Yoshara Medinot, qui font perdre la droiture de Medinot, a priori, ça veut dire des pays, mais ça veut dire ici des organisations politiques, tu vois, ça serait ça la traduction. Veu Amro Itale, c'est ce que le verset il a dit, Vaya Kikarofrem el Amilchama, et lorsque vous vous rapprocherez vers la guerre, Venigash Kohen, et le Kohen se présentera, Vaharechen, et ensuite, il dit, il savait, il y a une autre mitzvah, enfin c'est la même mitzvah, mais la suite de la mitzvah est, la crise de Maaseh Achayil, ça veut dire donc d'annoncer dans l'action de la guerre, chez Yashuvu Chalusha Levavot, qu'il rentre ceux qui sont faibles de cœur, de Kol Mishe Banabait, et tout celui qui a construit une maison, Velo Chinecho, et qui n'a pas
inauguré, on a Dakerem Belochilelo comment dire, qui a planté une vigne et qui l'a pas inaugurée, Eres Isha Velolekacha, qui s'est fiancé, qui s'est pas marié, à la Shana Katouf, comme on voit dans la suite du verset. L'amour Bigmara, ils ont dit dans le Talmud, Kohen Medaber Veshoter Mashmia, donc le Kohen parle et les officiers ils répètent, quoi, on va dire Mashmia, c'est-à-dire ils font attendre, c'est comme je sais pas, des porte-voix vivants, quoi, des micros vivants. Donc tout ça, donc voilà, c'est ce qui nous intéresse en fait. Ça veut dire, une seconde, parce que Sylvain qui est là. Voilà. Donc, Vézikulo, ça veut dire, et tout ça, c'est-à-dire ça veut dire toute cette mitzvah. On est juste quand on commence à dire la question. Vézikulo, donc, et toute cette mitzvah. Donc, Otselomar, Tochachat, Mashuach, Milchama, c'est-à-dire les reproches du Mashuach Milchama, c'est-à-dire, encore une fois, du Kohen qui est loin pour la guerre. Vachaza, Dorka, Milchama, et le fait donc qu'il doit faire cette annonce dans les arrangements de la guerre. C'est une mitzvah dans les guerres facultatives. Et c'est uniquement là-dedans qu'il y a la mitzvah de faire ce discours moral. Et ils ont dit, mais ils ont dit qu'en ce qui concerne, on ne sait pas qui a dit, mais en tout cas lui dit, lui il a une source, j'en sais rien. Il dit que dans une guerre de mitzvah, il n'y a rien de tout ça qui s'applique. L'otochacha, ça veut dire pas le discours moral, velo achaza, ni comment dire, la achaza, comment dire, la mise en l'annonce publique, ça veut dire tous ces discours, tout ça, comme c'est écrit dans le 8e chapitre de Sota, et là-bas, ils sont éclaircis les lois de cette mitzvah. Donc voilà, clairement, la contradiction, elle est claire, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire que dans le livre des mitzvot, Maïmonide dit que cette mitzvah, elle ne s'applique pas dans une guerre de mitzvah. Comme ça serait la logique, tu vois, parce qu'en fait, ça veut dire, comme il y a déjà une partie du discours qui saute, etc., on ne voit pas pourquoi, d'où est-ce qu'on sait qu'il faudrait en plus qu'ils disent la première partie du discours, etc. Et donc lui-même, il dit clairement que toute cette mitzvah, c'est divisé kulo, tout ce sujet-là, ça veut dire le discours moral du Mashuach Milchama, Vachaza, c'est-à-dire la publication qui semble parler en fait de la publication de ceux qui doivent rentrer. Tout ça, c'est que dans une guerre facultative, mais pas dans une guerre de mitzvah, etc. Et voilà, il dit que dans la guerre de mitzvah, il n'y a rien tout de tout ça, etc. Donc voilà, donc ça, c'est une autre question, quoi. C'est qu'en fait, donc Maïmonide, il se contredit complètement entre le livre des mitzvot et le Mishneh Torah. Voilà. Et comme d'habitude, les commentateurs ils disent qu'il a changé d'avis. Non, mais tu vois, parce qu'il y a une preuve d'intelligence, voilà. Mais bon, mais si on essaie, en fait, si on veut essayer de répondre différemment, ça veut dire, ok, alors qu'est-ce que, ok, donc comment est-ce qu'on peut répondre à ça différemment? Non, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Ouais, donc ça arrive, ok. Maintenant, on va arriver sur une nouvelle, sur une nouvelle source, mais qui va aussi être un link qui va pas marcher de Sefaria. 2 secondes, mais j'appuie quand même pour avoir le link. Désolé. C'est en fait, on va aller dans la guerre de Midian. Ça veut dire dans le Bamidbar 40, ça veut dire 31, chapitre 31, verset 47. Donc, une seconde, le temps que manuellement, j'y arrive. Et encore une fois, qu'est-ce que j'ai dit? 31, 47. Ok, c'est pas 47, mais bon. Donc ici, donc en fait ici, donc je vous transporte parce qu'en fait là où est-ce qu'on pourrait trouver en réalité ça veut dire une source. Enfin ça c'est ce que le commentateur ils disent, etc. C'est pas mon idée. Cette idée en fait c'est l'idée du Or Sameach, donc Simcha, Mir Simcha de Dvinsk, c'est un autre auteur qu'on a remarqué, qu'on cite beaucoup quand on parle de Maïmonide, quoi. Donc en fait, c'est-à-dire que lui, donc il dit que la source, dans tous les cas qu'il faudra envisager dans la Torah pour savoir si jamais on met un Kohen qui est préposé à la guerre pour faire une guerre de mitzvah. Pour lui, en fait, c'est ce qu'il pense, c'est de regarder en fait dans la guerre de Midian, puisqu'en fait c'était une guerre de mitzvah, puisque en fait, comme on va le voir dans le verset, c'est Hachem qui demande à Moshe de faire cette guerre. Et là-bas, en fait, on voit que Moshe il demande à Pinhas de participer à la guerre. Et a priori, Pinhas, comme on va le voir dans les Midrashim, etc.,
en fait, il avait le statut de Kohen Mashuach Milchama, c'est-à-dire de ce Kohen qui est loin pour la guerre. Donc, en fait, voilà, j'espère que vous voyez, je pense que ça devrait être bon, ça a l'air d'être bon. Donc, je prends la paracha, on va dire, à partir du début. Excusez-moi. Vaïdaba Hachem el Moshe, il est mort. Donc, Hachem a dit à Moshe en disant, mais comme Nikmat Bene Israël, donc fais la vengeance des enfants d'Israël, met à Midianim, ça veut dire des Midianites. Vahar Taasef el Amecha, donc encore une fois, les Midianim, ils n'avaient pas fait grand-chose dans l'histoire, mais c'est eux qu'on va dire qui avaient donné le plan. C'est les filles de Moab qui avaient été, ça veut dire voilà, qui avaient plutôt fait qui avaient fait les histoires, mais bon, on s'en fout. Ça veut dire voilà, on va pas toucher aux filles de Moab puisque c'est justement de là où va sortir le Mashiach et compagnie, donc plus ou moins. Donc ça, on n'y touche pas, mais on va. Et Moshe, c'était même marié. Donc non, c'est marié avec une Midianite, mais en tous les cas, voilà. Donc c'est les Midianim qui vont prendre. Voilà, c'est comme ça. Mais comme Nimad Ben Israël va être un Midianim, ça veut dire va te venger, donc faire la vengeance des enfants d'Israël, mais des Midianim. Et après ça, tu vas pouvoir mourir. Quoi. Tu vas pouvoir, encore une fois, le mot Yosef, qu'on voit ici, tu vas être, je sais pas, tu vas être, comment ils ont traduit, gathered, tu vas être rassemblé avec ton peuple, ce qui veut dire en fait que, voilà, il va mourir après cette guerre. Bref. D'abord Moshe là, mais Moshe il a dit au peuple, il est mort en disant, Echalitsu meitechem, ça veut dire encore une fois, Khalitsa, normalement, ça veut dire enlever ses chaussures, mais ça veut dire aller pour la guerre. Ça s'appelait aussi, il y a le même mot que Khalitsa, toujours le mot Khalutsim, ça veut dire, c'est dans l'armée, quoi, c'est Khalutz, c'était une manière de dire, c'est comme les Chayalim, on dirait aujourd'hui en hébreu ancien. Quel rapport entre le fait de Khalitsa qui voudrait enlever la chaussure et aller à la guerre? J'en sais rien. Est-ce qu'ils allaient à la guerre pieds nus? Je sais pas. Peu importe, c'est pas le sujet en fait, tu vois. Mais a priori, ils ont enlevé quelque chose d'autre que les chaussures, tu vois. Parce que c'est pas vraiment le sujet, mais moi je le dis comme ça au cas où ça vous intéresse. C'est parce qu'en fait, c'est que si jamais, parce que quand tu regardes le mot Khalitsa, on le retrouve dans la Torah dans deux occurrences. On le retrouve en ce qui concerne la Yevama, quand on doit enlever la chaussure du Yavam, euh, qu'elle doit cracher dans la chaussure en disant Vechalatz Naalo, etc. Il va enlever sa chaussure et il va être appelé Bet Chalut Sanaal, la maison de celui qui a été déchaussé. C'est ça la maison de Khalitsa, etc. Et la deuxième occurrence, c'est dans la guerre, où à chaque fois on dit Khalitsu, Metechem, Alashim, Asavam. À plusieurs endroits, on le retrouve. Tu vois, ça veut dire aller à la guerre, c'est le même mot qui est Khalitsa. Donc, a priori, ça veut dire, moi j'ai du mal à croire qu'ils enlevaient les chaussures quand ils allaient en guerre. Je sais pas, parce qu'on a plus l'impression que les soldats ils mettent des chaussures quand ils vont à la guerre. Mais tu vois, mais ça veut dire, je pense je pense que le mot l'archlotz, par exemple, en hébreu rabbinique, etc., par exemple, enlever les tefilines, ça se dit aussi l'archlotz tefilin. Tu vois, ça veut dire, c'est enlever ces tefilines. Donc, on a l'impression moi, je pense qu'ils enlevaient quelque chose d'autre, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas quoi, c'est-à-dire, devait y avoir un habit qui est un habit de tous les jours, quoi. Ça voudrait dire plutôt le fait de tu vois, c'est enlever ses habits habituels pour se changer, quoi. Ça voudrait dire ça. Je pense que Khalitsa, moi, je tente une théorie comme ça, presque, tu vois, sur le pouce, mais ça veut dire, je pense que ça viendrait plus du mot, ça serait quelque chose qui serait proche du mot Khalifa. Ça veut dire, en fait, se changer, quoi. Je pense que Khalitsu Meterem, ça veut dire qu'il se change parmi vous des gens pour aller en guerre. Tu vois, ça serait un truc comme ça. Ça serait enlever des habits pour mettre des autres. Tu vois, et bref, bon, j'arrête. Et je dis la preuve à ça, c'est parce que dans la Yevama, il est marqué Bet Chalut Sanal. Ça s'appellera la maison de celui dont on a déchaussé la chaussure. Et à chaque fois, tu vois, donc on dit or, si le mot Khalitsa, ça veut dire enlever ses chaussures, on ne dirait pas celui Chalut Sanal, on dirait simplement Chalutz. Tu vois, du fait que la Torah a besoin de préciser dans la Yevama, Chalut Sanal, celui dont on a enlevé la chaussure. Donc moi, je pense que le mot Khalitsa, c'est un terme plus générique et qu'à mon avis, ça serait un truc comme ça. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet et je sais pas pourquoi j'en parle du tout. Mais parce que je sais pas, je me dis comme ça. Bref, donc j'avance, je ferai plus des choses comme ça. En tout cas, donc, donc voilà, Nikmat Hachem et Midian. Donc ça veut dire qu'ils aillent sur Midian pour faire la vengeance d'Hachem sur Midian. Ok, Elef Lamaté, 1000 soldats par tribu, 1000 soldats par tribu, et Hol Matot Israël pour toutes les tribus d'Israël, Tishlechu la Sava, vous enverrez pour la guerre. Ok, Vaïmaseru Malfé Israël, et donc ils ont été transmis des milliers d'Israël, Elef Lamaté, 1000 soldats par tribu, Shnem Masar Elef, 12 000, Chaloutse Tsava, encore une fois, on va dire
habillé en uniforme, moi j'aurais dit, ça veut dire changer pour l'armée, quoi. Changer, j'en sais rien. Chalout, c'est ça va, je vois. Vaishlach otam Moshe elef lamate la tzava. Donc Moshe les a envoyés, les 1000 soldats, pour la guerre, pour la tzava. Otam, eux, et Pinchas ben Elazar à Cohen. Et Pinchas, le fils de Elazar, le Cohen, la tzava, pour aller en guerre. Au Kla Kodesh, et avec lui, il avait les ustensiles de sainteté, Vachatzot Ateroua, et les trompettes de sonnerie, Beyado, dans sa main, puisque, en fait, en guerre, il y avait une mitzvah de sonner le chauffard. Puisque c'était une manière, on va le voir ça dans l'histoire, c'est que normalement, quand on va en guerre, il y a une mitzvah de sonner le chauffard ou de sonner les trompettes au moment de la bataille, que c'est une ségoula, normalement, pour avoir pour être aidé par Akadosh Baruch Hu. Le gars, Vaïtzveu, donc c'était lui qui devait le faire, a priori. Vaïtzveu al Midian, donc ils ont fait la guerre sur Midian, Kachar Siva Hachem, comme Hachem avait demandé à Moshe à Moshe. Vayagu Kol Zahar, ils ont tué tous les mâles, voilà. On s'en fiche, la suite, ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais en tous les cas, donc on nous dit que la question est de savoir qu'est-ce qu'il vient faire Pinchas dans l'histoire, tu vois, ça veut dire, jusqu'à maintenant, on l'a jamais vu, ni quoi que ce soit. Donc en fait, il y a Rashi, si ça marche bien, on va faire Rashi, ça veut dire, il cite le Sifri, etc. Et 2 secondes, je vais essayer de l'avoir quand même en hébreu. Voilà. Donc Rashi pose la question, il dit en fait, qu'est-ce qu'il vient faire Pinchas dans l'histoire? Ok, donc d'abord Rashi te dit une première, parce qu'il dit ils envoient eux et Pinchas. Donc pourquoi Pinchas? Donc ok, Rashi ramène une première midrash qui n'a rien à voir avec ce qu'on apprend nous, c'est qu'il dit Magid Shaya Pinchas Shakul Keneged Kulam, ça vient nous apprendre que Pinchas il était équivalent aux 12 000 soldats, comme je l'aurais dit dans le cours de comment ça s'appelle de samedi soir, que ça veut dire de dimanche matin, c'est selon que les Anglais ils disaient que quand il y avait Napoléon sur le terrain, il fallait avoir 100 000 soldats en plus dans l'autre côté. C'est-à-dire que Napoléon il était comptabilisé dans une bataille comme 100 000 soldats à lui tout seul. Ça veut dire mais bref, mais tu vois, donc a priori, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que Pinchas, il valait 12 000, etc. Et quand j'avais dit qu'à part ça, alors Hot Sadikim, il explique aussi que ce qu'on l'Agmara, parce que c'est à plusieurs endroits on retrouve ça, où l'Agmara dit voilà, que Jonathan, il valait tous ceux qui sont morts, ou j'en sais rien, il valait tous les soldats. Mais dans le Hot Sadikim, il dit simplement, c'est ce que le message qu'il apprend là-dedans, dans la Torah, c'est que pas tous les hommes sont égaux. Ça veut dire, il y a des gens ça veut dire des gens qui moralement en valent ils en valent des milliers, quoi. Et ça veut pas dire tout se vaut, chaque être humain est égal à un autre être humain. Ça veut dire, on va voir, il y a certaines halachot, oui, tu vois, mais en tous les cas, si la Torah, à plusieurs endroits, elle dit, ça nous apprend que celui-là, il valait tout cela. C'est pas simplement une manière de parler, ça veut dire en fait, c'est vrai, il y a des gens qui valent plus que d'autres et qui peuvent, voilà, et qui peuvent faire ce qui, voilà, voilà, parce que la valeur morale d'une personne, en réalité, ça le change, on va dire, comme ça le met dans une espèce supérieure, quoi. Ce qui est quelque chose, tu vois, ça, c'est un sujet à part entière que je ne vais pas rentrer là-dedans. Que Maïmonide aussi, il adore ça. Et c'est comme ça que Maïmonide il justifie tous les passages racistes qu'il y a dans la Torah. Il les justifie de cette manière, en disant que si quelqu'un, en fait, il a une moralité supérieure, il appartient à une race supérieure, et que donc, en fait, les autres, en fait, ils n'ont pas le même statut que lui, quoi. Donc, là, je ferme la parenthèse ici. J'avais promis que je n'allais pas faire une deuxième digression, mais bon, comme c'est Rachid, je vais quand même le dire. Donc, à chaque cas, il dit Atem et Pinchas, ça veut dire Shmakit Shaya Pinchas Shakul Keneget Kulam, ça nous apprend que Pinchas, il est équivalé à tous, ce qui n'est pas notre sujet, on s'en fiche un petit peu. Mais en tous les cas, malgré tout, ok, Pinchas, il peut être équivalent à tout le monde, mais ça n'empêche pas pourquoi est-ce qu'il y a. Donc Rachid ramène le Sifri, etc. Il dit Umipnema alach Pinchas velo alach Elazar. Pourquoi c'est Pinchas qui est parti en guerre et pas Elazar? Qui est Elazar? Elazar, c'est le père de Pinchas, le fils d'Aaron, qui est Kohen Gadol, puisque Aaron est mort déjà, donc il est niftar déjà avant. Donc maintenant, Elazar, il a déjà pris la place de son père au niveau du job de Kohen Gadol. Donc normalement, ça veut dire c'est lui qui devrait le faire et pas son fils, tu vois, qui est Pinchas. Pourquoi donc c'est son fils qui va? J'ai pourquoi il peut faire une éducation, mais dans mon cerveau, il y a une association qui se fait, qui se dit en fait, c'est que c'est mon fils qui doit nettoyer la neige et pas moi, tu vois. Mais bon, je vais faire ma parenthèse. Tu vois, donc pourquoi ça veut dire c'est pourquoi c'est Pinchas, pourquoi c'est Pinchas qui a été et pas Elazar. Donc, Ama Kadosh Baruch Hu, donc Kadosh Baruch Hu, il a dit, donc Rashi va donner 3 réponses à cette question. Ama Kadosh Baruch Hu, Misheitkil ba mitzvah, celui qui a commencé la mitzvah, c'est-à-dire que puisque c'est Pinchas qui avait tué Cosbi Shahak, Cosbi Batsour, qui avait tué donc la princesse de Midian, qui avait des relations avec le prince de Shimon,
donc Yigmor, qu'il finisse la mitzvah, comme on a une règle toujours que quand quelqu'un il commence une mitzvah, il doit la finir, et si Chas v'Shalom il la finit pas, c'est très dangereux, c'est très mauvais, etc. Donc c'est le principe de Amatril ba mitzvah, Omrimlo Gemor, celui qui commence une mitzvah, on lui dit termine là. Voilà, c'est pour ça que dans la choule, on donne toujours la pticha, ça veut dire celui qui fait la pticha taïchal, celui qui ramène le Sefer Torah, parce que ça veut dire que, tu vois, quand tu commences une mitzvah, il faut la finir. Davar acher, une autre explication. Donc voilà, Shehalach inkom nikmat Yosef avi imo. Ça veut dire qu'il est parti faire la vengeance de Yosef, le père de sa mère, c'est-à-dire chez Nehemar, va Medanim marchuoto, puisque le verset est dit, et les Médanim, puisque les Midianim, ils l'ont vendu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut expliquer que, ok, ça veut dire pour expliquer comment ça fonctionne, c'est-à-dire que Elazar, c'est le père de Pinhas, d'accord? Mais maintenant, Pinhas lui-même, donc ça c'est son lignage paternel. Dans son lignage paternel, Pinhas, il n'a rien à voir avec Yosef, puisque voilà, donc c'est un Lévi, compagnie, etc., Cohen, quoi. Mais alors il semblerait, selon le Midrash, ce que Rashi veut dire, c'est que donc sa mère, par contre, la mère de Pinhas, elle, aussi son lignage, puisque c'est une des sœurs c'est une des filles de Yitro, donc elle est midianite, elle aussi, entre parenthèses. Donc ça veut dire que donc elle fait partie du peuple qui va justement aller massacrer là. Mais ça veut dire mais ça veut dire mais tout en étant midianite, ça veut dire on apprend du Midrash que en fait Yosef il aurait marié des enfants à lui avec des midianim aussi, puisque voilà, Rachid nous dit qu'en fait ça veut dire que Pinhas ça veut dire voilà, il y a eu des mariages mixtes ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que le minag, en tous les cas, ça veut dire de se marier entre Éthiopiens, puisque les Midianim, a priori, des Éthiopiens ou c'est des Noirs africains, en tous les cas, et les Juifs, a priori, ça avait l'air de marcher, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, puisque c'est non seulement Moshe et Pinhas, mais il semblerait que Yosef aussi, ça veut dire, en tous les cas, ses enfants, ils étaient mariés avec des Éthiopiens. Et voilà, peut-être, j'ai pas envie de parler de comment il s'appelle, de Strauss-Kahn, mais bon. Mais Shaita Imo Shel Pinhas, ça veut dire qu'il avait l'air d'aimer le chocolat. Ou mais Shaita Imo Shel Yosef. Ouais, j'arrête, je comprends que j'arrête. Uminaï Shaita Imo Shel Pinhas Michel Yosef. Ça veut dire d'où est-ce qu'on sait que la mère de Yosef, de Pinhas, elle venait de Yosef. Chez Nehemar, du Benot Poutiel, puisqu'il a appelé des filles de Poutiel. Misera Yitro, chez Pitem Agalim Lavodazara, ça veut dire qu'il venait de la descendance de Yitro, qui avait, donc qui avait engraissé des veaux à l'idolâtrie. Donc il descend de Yitro, donc de Midian, quoi. Et donc, au Misera Yosef, et donc il descend aussi de Yosef, chez Pitpet de Yitro, qui avait, donc parce que le mot Poutiel, ça voudrait dire en fait que Yitro, il a été lui-même descendant de Yosef quelque part. Ça veut dire que Yitro, qui est donc le père de Tzipora, la femme de Moshe, aussi le père de la femme de Pinhas, il avait, ça veut dire il était descendant de Yosef quelque part, parce qu'il y a eu des mariages, comme je vous dis, entre les descendants de Yosef et les Midianim, mais ce peuple-là éthiopien où Hachem il demande de massacrer à ce niveau-là. Donc on comprend, hein, ça veut dire qu'a priori, donc il y avait un Yetzirah, quoi, puisque si on retrouve que tellement à travers les générations, il y a tellement de juifs qui sont mariés avec des Midianim, on comprend que il y avait quelque chose, quoi. Il y avait une attraction, on va dire. En tous les cas, donc peu importe, c'est pas le sujet, mais en tous les cas, l'histoire, c'est qu'il descendait de Yitro, qui lui-même, donc a priori, ça voudrait dire que, donc il avait un double lignage de descente de Poutiel de Yitro, et en même temps de Yosef, tu vois, puisque ça peut être que par sa mère, donc ça veut dire que cette femme-là, donc la Tzipora, c'est la sœur de Tzipora, ou peu importe, elle descendait comme sûrement sa sœur sûrement, j'en sais rien, de Yosef, donc qui avait donc les Poutiel, ça voudrait dire soit celui qui a engraissé des veaux pour l'idolâtrie, ou bien celui qui a dominé son Yetzirah. Pitpet Beitzro, ça veut dire qui avait une domination, qui a su, on va dire, guider son mauvais penchant. Bref, donc ça se justifierait. Et donc, ok, on n'a pas expliqué en fait ce que Rachid dit. Rachid veut dire, à part ça, le problème, c'est que donc les Midianim, c'est eux qui ont vendu Yosef. C'est-à-dire qu'on leur remet encore une fois une faute qu'ils n'ont pas commise, encore une fois, dans laquelle ils n'étaient pas vraiment 100%, on va dire, coupables. C'est qu'en fait, quand les Juifs, ils ont vendu Yosef, il a bien fallu que quelqu'un l'achète, tu vois. Et donc, ceux qui l'ont acheté, c'était les Midianim. Donc, comme c'est les Midianim qui ont acheté Yosef, donc ils ont participé à la vente de Yosef, ils ont fait du recel. Et donc, c'est pour cela qu'on nous dit en fait, voilà, qu'il fallait se venger des Midianim.
Ok. Muzar Yosef chez Pitpet Veitro. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il fallait prendre cette revanche. Ok, c'est deuxième. Ok, troisième réponse que Rashi donne. Davar Acher, troisième réponse. Shaya Mashuach Milchama, c'est que en fait Yosef, pas Yosef, Pinchas, il était Mashuach Milchama. Il était en fait, c'est-à-dire, il était loin pour la guerre. Alors qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Donc ça voudrait dire comme quoi que c'est-à-dire, ça veut dire, voilà, donc ça voudrait dire que normalement, a priori, même dans une guerre de mitzvah, puisque en fait, la guerre contre Midian, c'était une guerre de mitzvah qui avait été commandée par Hachem, c'est pas une guerre de conquête, a priori. En fait, il fallait que le Kohen Mashuach Milchama, c'est-à-dire Pinchas, il participe à la guerre, en tous les cas, et qu'il y soit, quoi. Parce que ce qu'il a remarqué, je veux dire, avant d'élaborer un peu sur Haché, etc., je crois que je vais arrêter de dire des blagues, etc., parce que ça fait fuir tout le monde. Alors, ouais, c'est pas grave, mais je continue quand même. Tu vois, ça veut dire, mais en tous les cas, mais en tous les cas, ce que je veux dire, voilà, en tous les cas, c'est quoi, pourquoi ça veut dire, c'était une guerre de mitzvah, et pourquoi est-ce qu'il fallait un Kohen, donc il fallait que le Kohen Mashiach Milchama, il assiste à la guerre de mitzvah. Ce qui est intéressant déjà de remarquer, c'est qu'en fait, on ne voit pas que Pinchas, il a fait un discours, quel qu'il soit, au peuple, puisqu'on a vu que les soldats, ils avaient été déjà choisis au moment où la guerre, où Pinchas, il intervient, et ils ont été envoyés, si tu veux, avec Pinchas. Et Pinchas, en fait, il prend des ustensiles du Beth Amikdash qui sont en fait on va voir que dans le Midrash, on dit qu'il a pris le tzitz, qu'il a pris certains habits du Kohen Gadol, etc. Et ici, il s'est mentionné surtout les trompettes. Mais l'idée, c'est qu'il a pris des ustensiles et que lui, en fait, il va assister au combat et qu'il va, en fait, je ne sais pas, tu vas sonner dans les trompettes ou j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce n'est pas du tout le rôle du Kohen Mashiach Milchama tel qu'il est décrit dans le Deutéronome ou dans les passages qu'on a vus. C'est-à-dire que dans le Deutéronome, on a l'impression que le Kohen Mashiach Milchama, il est là, et c'est ce qu'on a vu un peu dans Maïmonide. Enfin, ça veut dire, on l'a pas encore vu, mais ça veut dire que le Kohen Mashiach Milchama, il est là pour motiver le peuple, pour leur faire un discours de motivation, etc., etc., mais pas pour assister au combat. C'est pas du tout marqué dans la paracha là-bas que lui-même, il va au front. Ici, Pinchas, il est parti au front et il n'a pas fait de discours. Ouais, c'est déjà c'est quelque chose à remarquer. Et à part ça, donc, maintenant revenons à l'histoire, c'est que tu vois, c'est que, pour revenir simplement pour comprendre ce que Rachid veut dire, c'est-à-dire que l'histoire, c'est que Rachid, donc en fait, la question qu'il avait, c'est pourquoi c'est pas Elazar qui est parti à la place de Pinchas, puisque Elazar, c'est le Kohen Gadol, donc normalement, c'est lui qui aurait dû y aller. Et donc, dans les deux premières réponses que Rachid a données, si tu veux, la signification, elle est claire. C'est-à-dire que pourquoi Pinchas et pas Elazar, c'est premièrement parce que Pinchas avait commencé la mitzvah, parce qu'il a tué Cosby. La deuxième, c'est parce qu'il descendait de Yosef, et il fallait prendre la vengeance de Yosef, alors que, comment il s'appelle, Elazar, lui, descendait pas de Yosef. Donc, en fait, donc lui, il ne pouvait pas le faire, quoi. Puisque, encore une fois, c'était du côté de la mère qui descendait de Yosef. Pinchas, il descendait par sa mère de Yosef, avec la sœur de Tzipora, etc., comme on a décrit tout à l'heure, etc. Mais le père, ça veut dire Elazar lui-même, il descendait de Aaron, qui descendait de Lévi, où le lignage, il est complètement droit, il n'y a pas d'Éthiopienne dans l'histoire, quoi. Et tu vois, voilà, donc tu comprends, c'est les deux premières réponses de Rachid, on va dire, elles sont assez, comment dire, nettes, quoi. Ça veut dire que ça exclut Elazar. Mais quand la question est de dire, tu vois, c'est quand il dit oui, mais Pinchas, c'était le Mashuach Milchama, c'était le Kohen qui était loin pour la guerre. La question, elle est de dire, ok, mais si la question, c'est justement ça, c'est pourquoi c'est Pinchas qui est loin pour la guerre et pas Elazar, tu vois. Et ça, tu n'as rien répondu. Tu vois, ça veut dire, parce que tu as dit, oui, parce que Pinchas, c'est comme si tu dis, voilà, pourquoi est-ce que c'est Pinchas qui a été? Parce que c'était lui qu'on a nommé. Bah oui, mais la question, c'était pourquoi est-ce qu'on l'a nommé, tu vois. Donc, c'est la troisième question. Hein. Ouais, tu as dit que le Mâchoire Milchama, c'était pas le Kohen Gadol, c'est toujours un autre Kohen. Pourquoi? C'est pas sûr. Ouais, ça va être la réponse, mais il faut le comprendre, ça. Il faut comprendre ça. C'est ta raison, ça va être ça la réponse. Mais pourquoi ça pouvait pas être le même, quoi? T'as raison, tu vois. Et donc, ça veut dire, c'est vrai. Donc, ce que je veux dire, c'est pour ça que pour comprendre Rachid, en fait, il faut regarder cette Gemara, simplement. Donc, c'est Gemara dans Sota, ça devrait marcher. Donc, je ne sais pas laquelle. Hein. C'est la Gemara dans Sota qui dit, voilà, tu as raison, c'est qu'on apprend. Donc ça veut dire, c'est de là où est-ce qu'on apprend en fait que le Kohen il devait être donc nommé a priori loin, etc. Mais voilà, mais ça pouvait pas être le Kohen Gadol. Donc ça c'est le début de la Gemara dans Sota, dans le chapitre 8 que Maïmonide il a cité dans le livre des Mitzvot, qui parle de toutes ces lois du Kohen Mashuach Milchama,
que je pense qu'on va revoir beaucoup ça veut dire voilà, dans notre histoire, dans le chapitre. En tout cas, le verset dit, avec moi, il dit comme ça, il dit Tanu Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné, Venigash Kohen, Vediber Elam. Et le Kohen, il va se présenter, il va parler au peuple. Yachol Kol Kohen Sheyirse, j'aurais pu croire que ça peut être n'importe quel Kohen. Talmud Lomar, ça vient nous apprendre, Vediberu Ashotrim, ça veut dire qu'ils parleront les officiers. Mashotrim Bememouné, de la même manière que les officiers, ils sont nommés. Av Kohen Bememouné, aussi le Kohen dont il est question, c'est un Kohen qui est nommé. L'Agma dit Veima Kohen Gadol, et peut-être ça parle du Kohen Gadol. Et alors sur ça, l'Agma va dire, comme tu dis, c'est que le Kohen Gadol, il ne peut pas être Mashuach Milchama. Il ne peut pas être Veima Kohen Gadol, Dumia des Shoter. L'Agma dit non, mais il y a comme justement, on a mis en relation le Shoter, ça veut dire, ici, ça veut dire officier. Et encore une fois, le mot Shoter, il a beaucoup de traductions possibles. Par exemple, dans la paracha de la semaine dernière, avec les Shotrim, Vayuku, Shotrei Ha'am, etc., Venoksav, ça ne veut pas dire les officiers. Mais bref, je n'ai pas encore de rentrer là-dedans, j'ai déjà perdu tout le monde, il ne reste plus qu'un élève, je ne vais pas le perdre, donc je parle dans des digressions, mais ça veut dire Venoksav, ça veut dire que le mot Shotrim, il a plusieurs traductions possibles. Et Unkelos, c'est rien que pour dire ça, après sur la parenthèse, il n'a pas traduit le mot Shotrim dans la paracha de la semaine dernière, par exemple, avec Vayuku Shotrei Ha'am, etc., Venoksav. De la même manière qu'il a traduit le mot Shotrim dans la paracha du Mashuach Milchama, voilà, où ici traduit, ça veut dire grosso modo, ici Shotrim, ça veut dire officier, là-bas ça veut dire simplement policier ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en tous les cas, un shoter, c'est quelqu'un, en hébreu moderne évidemment c'est un policier, mais ça veut dire, ici ça voudrait dire un officier, mais ça veut dire quelqu'un, donc l'Agma va expliquer qu'est-ce que ça veut dire un shotrim. D'abord, un shoter, donc a priori l'Agma donne ici, au début elle a dit c'est quelqu'un qui est nommé, ça veut dire qu'il a été désigné pour un certain job, et en plus, mais un shoter, ça veut dire aussi Doumia des shoters, ma shoter sheyesh memouné al gabav, de la même manière qu'un shoter, c'est quelqu'un qui a un boss sur lui, ça veut dire qui est aux ordres de quelqu'un. Av Kohen sheyesh memouné al gabav, donc il faut aussi qu'il y ait un Kohen qui soit en fait, qui a quelqu'un sur son dos, qui est quelque chose qui a un boss, il a un boss auquel il doit rendre des comptes. Et c'est pour ça, en fait, que le Kohen Mashuach Milchama, c'est-à-dire le Kohen qui est témoin pour la guerre, ça ne pouvait pas être le Kohen Gadol. C'est-à-dire, et parce qu'en fait, il doit être, ça veut dire qu'on voit qu'il est assimilé à un shoter, que ça veut dire un officier. Or, l'Agma déduit, encore une fois, je répète ce que l'Agma dit, c'est qu'un shoter, il a deux, on va dire il est défini par deux attributs. Le premier, c'est qu'il est désigné, donc il a un job, il est désigné, il a une fonction qui lui est attribuée. Et deuxièmement, il est aux ordres de quelqu'un. Il a quelqu'un auquel il doit rendre des comptes. Et donc, c'est pour ça que le Kohen Mashuach Milchama, ce Kohen qui est moins pour la guerre, il doit aussi être désigné. Ça veut dire, ça peut pas être un volontariat, ça ne peut pas être quelque chose qui est, on va dire, voilà, une action volontaire, mais c'est quelque chose on doit désigner par quelqu'un. Encore une fois aussi, c'est pas clair qui désigne. Il y en a qui vont dire c'est le roi, il y en a qui vont dire c'est le Sanhédrin. C'est pas clair. Ça, je pense que dans la deuxième halakha, la semaine prochaine, Bézant Hachem, peut-être on parlera plus de ça. C'est pas clair qui désigne, mais en tous les cas, il doit être désigné, mais surtout, il doit avoir quelqu'un au-dessus de lui. Ça ne peut pas être le boss. Et donc, ça ne peut pas être le Kohen Gadol. Donc, c'est là ce qu'il m'a dit, Veima Kohen Gadol. Est-ce que ça s'appelle le Kohen Gadol? Doumia des Shoter, Ma Shoter Sheyesh Memouné al Gabav. Ça veut dire que le Shoter, il a quelqu'un sur son dos. Même le Kohen, qu'on choisit, ça doit être quelqu'un qui a un boss sur le dos. Voilà, il m'a dit, oui, mais le Kohen Gadol, il a aussi le roi qui est son boss. Donc, il m'a dit, Kohen Gadol Nami, Aïkamel al Gabav. Le Kohen Gadol, c'est pas vraiment un boss, ça veut dire lui aussi, il doit rendre des comptes au roi. Il m'a dit pas spécialement, il dit Bavodato Kamar. Ça veut dire, ça on va pas parler du préposé du vice Kohen Gadol, mais c'est-à-dire l'idée c'est Bavodato Kamar, ça veut dire que, n'empêche que, ça veut dire que le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, c'est lui le boss. Et ça veut dire dans son service, il n'a pas de compte à rendre au roi en ce qui concerne ce qu'il décide de faire dans le Beth Amikdash. Donc, c'est un peu, donc ça suffit pour dire qu'en fait, il n'est pas aux ordres du roi ou qu'il n'est pas vraiment, ça veut dire qu'il a une indépendance, il a un territoire indépendant par rapport au roi. C'est un peu comme le pape par rapport au président italien, quoi. Il a son Vatican, il a son machin, même si c'est pas grand-chose là-dedans, il a son autonomie. Donc, dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il a son autonomie. Donc, en fait, on ne peut pas le considérer comme étant aux ordres, devant rendre des comptes au roi. Donc, il fallait un autre Kohen qui soit Memouné, qui soit donc le Mashuach Milchama, que lui doit rendre des comptes au Kohen Gadol. Donc, tout ça, c'était pour expliquer en fait donc, ce que Rashi veut dire, c'est-à-dire que Rashi, quand il donne trois raisons pourquoi c'est Pinchas qui a été choisi et pas Elazar, c'est en fait les trois raisons, encore une fois, c'est parce que Pinchas avait commencé la mitzvah en tuant la fille de Kozvi et Batsour. La deuxième raison, c'est parce que Pinchas, il descendait de Yosef et
Et les Midianim, c'est ceux qui avaient acheté Yosef des frères, donc ils ont fait du recel, donc ils sont considérés comme complices dans la vente de Yosef. Donc c'est pour ça qu'en fait ils doivent être tués, et donc il fallait que quelqu'un qui descende de Yosef le fasse. Et la troisième raison, en fait, c'était parce qu'il était Mashouach Milchama. Donc, comme je vous ai dit, en quoi c'est une raison? C'est comme tu as dit, c'est que comme Elazar, il était Kohen Gadol, donc en fait, a priori, ça ne pouvait pas être et le Kohen Gadol et le Mashouach Milchama, puisqu'en fait, voilà, Aaron était Niftar déjà à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est ça les trois justifications que Rashi veut donner, en fait, pourquoi on a choisi Pinchas et pas quelqu'un d'autre. La seule question que tu vois qu'on peut se demander, ça veut dire que j'aborde après, c'est en fait, c'est de dire en fait pourquoi est-ce qu'il y aurait cette halakha-là? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que le Kohen Mashouach Milchama, ça soit quelqu'un qui ait des comptes à rendre à quelqu'un? Pourquoi ça ne peut pas être le Kohen Gadol? A priori, le meilleur c'est le mieux, tu vois. C'est-à-dire voilà, ça veut dire le plus grand, ça aurait été mieux. Pourquoi tu dois prendre un Kohen qui est aux ordres de quelqu'un? Tu vois. Et voilà, ça veut dire grosso modo, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est évidemment la réponse que moi je vais dire, c'est pour donner ça veut dire comment dire une sorte de ça veut dire d'indice pour la réponse, c'est que voilà, c'est ce que ça veut dire, c'est que le Kohen Mashiach Milchama, ça doit être lui-même un militaire, quoi. C'est-à-dire que, comme on te dit, voilà, c'est un shoter, ça veut dire que de la même manière, c'est quoi un militaire? C'est quelqu'un qui a une mission et en même temps, donc qui a un job, qui a pointé pour quelque chose et en même temps qui doit rendre des comptes à sa hiérarchie. En fait, le Kohen Mashiach Milchama aussi, en fait, il doit être un shoter. Il doit faire partie, en fait, si tu veux, de l'armée, quoi, quelque chose comme ça. Ça veut dire c'est une position, voilà, il doit avoir, voilà. Et donc ça ne peut pas être le Kohen Gadol. Maintenant, une autre question, tu vois, donc cette question, c'est celle qui vient pas de moi. N'ayez pas peur, après ça, je vais répondre à ce que je vais dire, etc. Mais donc ça arrive, mais je suis un peu lent, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est de la neige. Mais en tous les cas, en tous les cas, dans l'Agma, dans Zvachim, donc l'Agma dans Zvachim, donc il y a un Rav, donc encore une fois, donc le nom m'échappe, hein, je pense, le livre, en tous les cas, donc j'ai trouvé, s'appelle le Har Ephraim, que j'ai, et c'est un auteur, je sais plus qui, honnêtement, lui, je vois. Bref, en tout cas, pour dire, c'est pas mon idée, quoi. J'aurais pas pensé à ça, moi. Mais en tout cas, donc lui, il pose une grande question, qui en fait de savoir, c'est parce que lui va se poser une autre question, à savoir, est-ce que le Kohen Mashouach Milchama, ça devrait vraiment être un Kohen, on va dire. Et, pourquoi est-ce qu'il y a cette question qui se pose? C'est parce que voilà, donc c'est parce qu'il y a une Gemara, en fait, dans Zevachim, à la page 101b, et donc, où là-bas, la Gemara, elle parle de complètement quelque chose d'autre. N'ayez pas peur à suivre, et à la fin, je vais remettre, devant Hachem, toutes les pièces du puzzle dans l'ordre. Mais c'est-à-dire, dans la Gemara, dans Zevachim 101b, elle pose une question, elle parle d'autre chose complètement, elle parle du jour de l'inauguration du Mishkan. Et donc, le jour de l'inauguration du Mishkan, il y a deux enfants de Aaron qui sont morts. Je voulais soit c'est Nadav et Avihu, et qu'en réalité, les deux autres, ils ont dû s'occuper de l'enterrement, etc. Donc, de s'occuper de les sortir du temple, etc. Et donc, comme c'était en plus des frères, et donc, en fait, personne ne pouvait manger les corbanotes qui ont été apportés le jour de l'inauguration du Mishkan. Et donc, ils ont été brûlés. Et c'est pour ça que Moshe s'était énervé, etc. En disant, pourquoi est-ce que vous avez brûlé les corbanotes? Normalement, vous pourriez les manger. Pourquoi vous ne les avez pas mangés, etc. Et Aaron, il dit, non, on ne les a pas mangés parce qu'on était en deuil, et voilà, etc., etc. Ok, la Gemara là-bas, elle pose une question, elle dit Davar Acher, donc c'est un avis, c'est Rabbi Yehuda, il demande, je pense que c'est Rabbi Yehuda qui demande ça à Rabbi Shimon, il dit Davar Acher, Valo Pinchas Haya Imaen. Ça veut dire que Pinchas, il était Cohen, a priori, puisqu'on a l'impression qu'il soit Cohen, et puis c'est un fils d'Elazar, et lui, en fait, il n'était pas le frère des victimes, donc il était éloigné, ça veut dire il n'était pas obligé de porter le deuil, c'était un neveu. Donc voilà, les neveux, ils ne portent pas le deuil sur leurs oncles. Donc en fait, il n'avait pas la mitzvah, lui, de porter le deuil ni rien du tout. Donc normalement, lui, il aurait pu manger le korban. Donc ça, c'est la question à la base de la Gemara dans Zvachim. Balopinchas aya imaen. Alors, Shabir Kamrele. Donc la Gemara dit, c'est une bonne question. Ça veut dire parce que ça veut dire. Voilà, et la Gemara répond, elle dit non, ça va là que Rabbi Elazar. Ça veut dire l'auteur de la Mishnah qui pense pas ça. Il pense comme Rabbi Elazar, Damar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. C'est Rabbi Elazar, il dit Rabbi Hanina. L'onitkaen Pinchas, c'est-à-dire Pinchas, il est devenu Kohen, jusqu'à ce que, tant qu'il n'avait pas tué Zimri. Dire Steve, parce que le verset dit, Vaya lo ulzaru harav berit keunat olam, et ça sera pour lui et pour sa descendance après lui. Ça veut dire une alliance de prêtrise éternelle. Donc il semblerait que c'est que dans la paracha de Pinchas, donc bien plus tard, c'est-à-dire 20 ans plus tard, 40 ans plus tard même, ça veut dire que Pinchas, il va devenir Cohen, mais à la base, il n'était pas. Ce que ça voudrait dire, pour un de mots, ça voudrait dire que
quand Hachem il a choisi les Kohanim au début, il y avait Pinchas, donc il a choisi Aaron et ses enfants, qui étaient Elazar, Itamar, etc. Et les enfants que ces enfants eux-mêmes avaient eus, ils n'étaient pas Kohanim, ils étaient exclus. C'est comme ils étaient venus avant le don de la Torah. Ce qui explique aussi, tu vois, voilà, que puisqu'en fait, normalement, un Kohen, il ne veut pas se marier avec une convertie, ni rien, ni avec une Éthiopienne et tout ça. Donc, comment est-ce qu'on va dire Pinchas, il se serait marié avec une Éthiopienne? Mais ça veut dire que comme c'était avant le don de la Torah, etc., donc en fait, ces enfants qui étaient nés avant l'inauguration du Mishkan et avant le don de la Torah, en fait, ils n'avaient pas le statut de Kohen. Donc, Pinchas, c'était un juif lambda, descendant de Yosef et de Elazar et des Éthiopiens. Mais il n'était pas Kohen, quoi. Et donc, et que c'est en fait, c'est après, c'est quand il a tué la princesse médianite Cosbi Batsour qu'en fait, il est devenu Kohen. Avant, il n'était pas, donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas manger le korban le jour de l'inauguration du Mishkan lorsque ses deux oncles sont morts. Donc, c'est ce qu'il dit Damar Abilazar Mavirhanina, Lonit Kahen Pinchas, Hacherago les Imri, jusqu'à ce qu'il utilise les Imri, directive, Maïtalo Zawa Harav, Veit Kionatola, mais ça sera pour lui et sa descendance après, une alliance de prêtrise éternelle. Ce qui veut dire, c'est qu'avant, il n'était pas. Et ses enfants n'étaient pas Kohanim. Bien qu'on peut dire le verset, c'est-à-dire dans le sens littéral, le verset ne veut pas dire ça. Le verset veut dire qu'il devient Kohen Gadol. Ça veut dire que par la suite, il va avoir la lignée de Kohen Gadol. Ce qui va être vrai que pendant 3 siècles à peu près, c'est jusqu'à David, ça veut dire jusqu'au roi David, ça va être lui, jusqu'à le dernier Kohen Gadol qui descend de Pinchas, c'est Élie, le maître de Samuel. C'est donc jusqu'à la période de David, donc ça dure 3 siècles, la lignée des Kohen Gadol qui descendent de Pinchas, ça veut dire à peu près 3 siècles. Mais ça veut dire que justement, quand d'ailleurs Pinchas, justement, qui est le fils de Élie, qui lui, justement, donc qui avait des relations avec les femmes qui venaient amener des corbanotes, etc. Donc il a été enlevé on lui a enlevé le job et après ça, il n'y avait plus, justement, bref, je ne peux pas rentrer dans l'histoire de Pinchas. Mais ce que ça veut dire, en tout cas, l'histoire, c'est que, grosso modo, ça veut dire qu'il est devenu Kohen. Donc le sens littéral, normalement, c'est que Mérite Keuna Tolam, ça veut dire une alliance de Keuna éternelle, ça veut dire Kohen Gadol. Mais en fait, ici, la Gemara dit non, il n'était pas Kohen du tout. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il n'a pas mangé le korban le jour de l'inauguration du Mishkan. Il est devenu Kohen qu'après avoir tué, comment il s'appelle, Cosbi Batsour. Ça, c'est la première réponse de la Gemara. Deuxième réponse de la Gemara, qui est celle de Ravashi lui-même, donc l'auteur de la Gemara lui-même, donc a priori qui est prépondérante, qui est normalement la réponse qui est retenue. Lui, il va beaucoup plus loin. Il va dire Ravashi Amar, Ad Shesam Shalom Ben Ashvatim, jusqu'à ce qu'il mette la paix entre les tribus, chez Nehemar, parce que le verset dit Vaishma Pinchas HaKohen, Unsia Eda, Veraché Alfi Israël. Il a écouté Pinchas le Kohen et les princes de l'assemblée et les chefs des milliers d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas, c'est beaucoup plus tard, c'est à l'époque de Josué. Donc, quand le partage de la terre d'Israël est fait, en fait, donc il y a les deux tribus qui étaient en Jordanie, ça veut dire Reuven et je ne sais plus quoi, non pas Reuven, j'ai oublié qui c'était. Bref, j'ai oublié qui était de l'autre côté du Jourdain, j'ai oublié maintenant. Peu importe, mais ça veut dire les deux tribus ennemies qui étaient c'était quoi mais... Ouais. Il y a une demi-tribu de Manassé ouais. et Réhouven aussi, je crois. Ouais, c'est ça, Reuven, et je sais plus qui. Et une demi-tribu de Manassé. Voilà, donc en tous les cas, ils ont construit donc une sorte de réplique du Beth Amikdash. Et donc, quand ils ont fait ça, après le partage de la terre d'Israël, pour se souvenir qu'ils étaient juifs, quoi, grosso modo, et donc parce qu'ils étaient en Jordanie, etc. Donc, les Juifs, ils ont cru que c'était en fait ils voulaient en fait faire sécession, ils voulaient faire un propre État, ils voulaient sortir de l'euro. Et donc, en fait, ils ont dit, OK, ça, on fait pas. Donc, ils sont venus faire la guerre pour les obliger, en fait, ça veut dire à ne pas sortir. Et Pinchas, il a intervenu et il a à ce moment-là sauvé, grâce à des tractations, en fait, l'unité des tribus en disant que voilà que ça restait un seul État, etc., etc. Et là-bas, en fait, c'est là-bas dans le verset, on nous dit Pinchas à Cohen. Et donc du fait qu'on nous dit Pinchas le Cohen là-bas, selon Ravashi, ça voudrait dire en fait que c'est à ce moment-là qu'il est devenu Cohen Gadol, qu'il est devenu Cohen en tous les cas même. C'est-à-dire que jusque-là, il n'était même pas Cohen, il n'était pas Cohen, et qu'en fait, ça veut dire ce que Hachem lui dit, tu auras une alliance de prêtrise éternelle. Ça veut dire quand il a tué Cosbi, c'était Hachem lui a promis qu'un jour ça allait lui arriver, un peu comme quand l'ange dit à Yaakov, ton nom il va être Israël. Qu'en fait, il lui change pas son nom, mais il lui dit un jour on va changer ton nom. Là aussi, ça veut dire que Hachem lui a dit un jour tu seras Cohen, quoi. Et que ce jour-là, en fait, c'est quand il a fait justement cette tractation qu'il a réussi à sauver, en fait, éviter une guerre civile entre les Juifs, et que c'est à ce moment-là donc il a été nommé Cohen.
En tous les cas, donc, quel est le problème par rapport à nous? Le problème, c'est que si c'est vrai, donc sinon ce que Ravashi dit, en réalité, donc quand Pinchas il a été envoyé comme Cohen Mashvar Milchama, comme Cohen ou un pour la guerre, en fait, il n'était pas Cohen. Et donc, donc c'est un scoop, tu vois, ça veut dire qu'en fait, tu peux être Cohen, tu peux être un faux Cohen. Ça veut dire que voilà, donc ça veut dire qu'en fait, le Cohen Mashvar Milchama, c'est pas nécessaire qu'il soit un Cohen. C'est une super grosse question, moi je trouve vraiment pas mal. Et en tous les cas, et ça veut dire le truc, c'est qu'on retrouve ça. Ça veut dire, je sais même pas qu'est-ce que. Ouais, moi j'ai apporté une preuve à ça. Ça veut dire lui pose la question, on va dire comme ça. Ça veut dire lui il veut dire, bah, peut-être que comme il a été loin pour aller en guerre, donc ça faisait de lui. En tous les cas, ça veut dire le commentateur qui a posé la question, que c'est un auteur presque contemporain. Ça veut dire pas vraiment contemporain, mais presque. Ça veut dire de la génération d'avant. Lui il dit, ça veut dire lui dit en fait non. Sûrement, quand il était loin pour la guerre, ça veut dire qu'il était Cohen pour la guerre, mais il était quand même Cohen, quoi, un truc comme ça. Mais moi, en fait, je pense que, tu vois, c'est même pas, ça veut dire, mais en fait, il y a plein, mais c'est pas moi-même qui trouve, mais lui-même, il ramène ses sources, mais ça veut dire qu'il y a plein d'endroits où on voit, il y a des, moi, j'ai apporté, moi, ma preuve à moi, qui n'est pas une preuve, mais ça veut dire, en tous les cas, un gros indice, comme quoi, en fait, c'est pas du tout net que le Cohen Meshwar Milchama, il devait être Cohen alarchiquement. Tu vois, ça veut dire, déjà, c'est-à-dire que quand on regarde, tu vois, dans la Gemara, dans Yoma, dans le traité de Yoma, dans 60, ça veut dire, donc, c'est quand la Mishnah, elle parle, puisque, donc, la Mishnah, elle parle, en fait, on avait déjà fait cette Mishnah, etc., mais ça veut dire, la Mishnah, quand elle parle des prérogatives, tu vois, donc, du Kohen Mashwar Milchama, de qu'est-ce qu'il a de spécial, on va dire, a priori, tu vois, ça veut dire une des choses que le Kohen qui est loin pour la guerre, il peut faire. Et en tout cas, ici, la Mishnah, elle parle même pas ça, elle parle de quand est-ce qu'on peut demander les Urim et Tumim. Qui a accès aux Urim et Tumim? C'est-à-dire que le Urim et Tumim, c'était donc ce pectoral qui était porté par le Kohen Gadol et auquel on pouvait poser des questions, principalement pour aller en guerre, etc. Et était utilisé principalement pour ça, en réalité, mais bon, aussi pour le partage de la terre d'Israël, des choses pareilles. Mais en tous les cas, voilà. Donc, mais qui avait accès? Qui pouvait poser les questions aux Urim et Tumim? Et donc la Mishnah, dans Yoma, elle dit il n'y a que le roi qui peut demander à avoir accès au Urim et Tumim, au Rav Beddin, le chef du tribunal, et celui dont est quelqu'un qui serait en fait nécessaire pour la communauté. Ça veut dire que quelqu'un qui, on va dire, qui a un rôle tellement important dans ça veut dire pour le pays, je sais pas comment on va dire, j'en sais rien. Je sais pas, je vais donner des exemples, j'ai dit que j'arrêtais de faire des blagues. Ça veut dire en tout cas quelqu'un en fait, qui est nécessaire pour le fonctionnement de la communauté. C'est ce que la Mishnah elle dit. En fait, la Mishnah, elle ne mentionne pas le Kohen Mashwar Milchama, le Kohen qui est loin pour la guerre. Ça, c'est en tout cas la Mishnah, elle dit Enishalin, je répète, Enishalin Ela Lemeler, ça veut dire on demande dans les Urim Tumim que ce soit que pour le roi, ou la Beddin et que pour le chef du tribunal, ou Mishatsibour Saeklo et pour celui dont c'est-à-dire le public, la communauté a besoin. Et lorsque la Gemara, donc ça c'est la Mishnah, lorsque la Gemara, elle va commenter cette Mishnah, elle va chercher la source de cette halakha, c'est par là qui change. Donc la Gemara, à la fin du chapitre, donc quand elle demande quelle est la source de ça, elle dit Ven Shoalin Ela Lemeler, ça veut dire on demande simplement, donc les Urim et Tumim, il n'y a que le roi qui a accès. La Gemara dit Mina Nemile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Abi Abaou dit, d'Amar Kra, parce que le verset dit, Milifne Elazar à Kohen Yahamod, ça veut dire qu'on parle donc de Yoshua, donc il va prendre le titre de roi, on va dire, on a vu qu'il avait une sorte de, peu importe, on ne va pas revenir sur tout ça. En tous les cas, il se dressera devant Elazar, mais Shal Mishpat Urim, il lui demandera la loi des Urim, donc Elazar qui est le Kohen Gadol, donc il demandera au Kohen Gadol la loi dans les Urim, donc de là on apprend que c'est le roi, il peut demander, puisque Yoshua, il est comparé au roi, ou Zemeler, puisqu'il est marqué lui, parce que le verset continue de dire lui, donc ça voudrait dire qu'on vient rajouter quelqu'un, donc c'est le roi. Et Chol Bene Israël Ito, et tous les enfants d'Israël, donc ça a priori ça correspondrait à ce que la Mishnah avait dit, celui qui est nécessaire pour la communauté. Et elle dit, c'est qui? Zé Mashwar Milchama, c'est le Kohen qui est loin pour la guerre, contrairement à ce que la Mishnah a dit. La Mishnah, elle avait, encore une fois, elle avait dit, c'est celui qui est nécessaire pour la communauté. Même le verset, quand la Gemara cherche la source, elle ramène la source, elle dit, tous les enfants d'Israël, c'est qui? C'est le Kohen qui est loin pour la guerre. Tu vois, ça veut dire, quel rapport? Tu vois, ça veut dire, comment tu interprètes, tu passes de celui qui est nécessaire pour la communauté au Kohen qui est loin pour la guerre. Mais de là, on voit, en fait, que si tu veux que, non, c'est une question, tu vois, ça veut dire qu'en fait, le Kohen Mashwar Milchama, ça voudrait dire en fait que c'est pas nécessairement même un Kohen ni rien, mais c'est quelqu'un en fait qui est important pour la communauté
dans l'exemple, je vais simplement vous revenir. Après, on dit Chalaïda, dans la Gemara, c'est Sanhedrin, c'est le Sanhedrin, comme on a vu que le Avbedin aussi, il a accès au Riem et Tumim, mais c'est pas ça ce qui nous importe. Moi, c'est-à-dire pourquoi j'ai ramené cette Mishnah, etc., c'est pour montrer qu'on voit de la Gemara et de la Mishnah qu'en réalité, le Kohen Mashiach Milchamas, il est décrit dans la Mishnah comme celui qui est nécessaire à la communauté. Et de tout le verset, ce qu'on apprend, c'est tous les enfants d'Israël, c'est le Mashiach Milchama. C'est bizarre. Mais tu vois, donc moi, ce que je veux dire, c'est que si on s'arrête là, si on regarde l'histoire de Pinchas, donc je vais vous dire simplement pour remettre un peu où je veux en venir, puisque voilà, j'ai quand même fait durer le suspense assez longtemps, pour remettre un petit peu, tu vois, les pièces du peu ensemble, c'est que en réalité, si on regarde en fait dans l'histoire, c'est qu'on voit deux choses. C'est-à-dire, on voit, donc dans le livre du Deutéronome, on voit la mitzvah donc d'avoir un Kohen qui est loin pour la guerre, qui fait un discours, et machin, et blablabla, et qui fait une harangue et compagnie. Okay. Mais quand on regarde en fait dans l'histoire de Pinchas, dans la guerre de Midian, où on nous dit en fait, voilà, Pinchas, il doit y aller. D'abord, il ne fait pas de discours, les soldats, ils ont déjà été choisis, mais en plus, lui, il va au front, il va à la guerre, chose qui n'a pas été mentionnée du tout sur le Kohen Mashiach Milchama normalement. Et en fait, on a l'impression, en fait, si tu veux, Pinchas, en réalité, dans cette histoire-là, c'est un héros. Ça veut dire, si tu veux, c'est le héros de la guerre. Ça veut dire, c'est comme un soldat, ou c'est comme un général, un soldat, si tu veux, exemplaire, ça veut dire qu'il s'est impliqué dans ce conflit, le premier, et qui a commencé la mitzvah, il y a une implication aussi au niveau familial, puisque voilà, il descend de Midian, il descend de Yosef, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il symbolise en fait, si tu veux, dans ce conflit, en fait, il a une position symbolique importante. Et en fait, il y a une mitzvah, c'est lui qui est le Kohen Mashiach Milchama. Même si en fait peut-être il n'est pas Kohen en réalité, à ce moment-là, comme il dit Ravashi. Mais ça veut dire en fait qu'il y a comme on a l'impression que la mitzvah et ce Kohen Mashiach Milchama, en réalité, c'est pas le même, ou c'est aussi, même si en fait il a le même titre, etc., etc. En tout cas, c'est une deuxième, on ne peut pas dire que c'est pas le même, puisqu'on va voir que, en fait, c'est oui le même, ça veut dire c'est-à-dire que c'est une deuxième mission que le Kohen Mashiach Milchama il aurait, et qu'en fait, qui est en fait celui qui est nécessaire pour la communauté, celui qui a un rôle central dans le conflit, en fait, qui focalise, en fait, si tu veux, ça veut dire comment dire, je sais pas comment dire, le conflit, le problème, on va dire, et qui serait un héros dans cette histoire, et puisqu'il est impliqué, etc. Donc c'est lui le Kohen Mashiach Milchama, même s'il n'est pas lachiquement Kohen, c'est celui dont la communauté elle a besoin. Et pourquoi, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Parce que pour moi, pour expliquer ce que je veux dire, c'est que, et pour répondre en fait à la contradiction dans Maïmonide et la question du Rav Yosef Karo sur le réveil, etc., pour moi, en fait, une fois que tu as dit ça, tu as trouvé la réponse. Ça veut dire, en fait, que quand Maïmonide il dit que le Kohen Mashiach Milchama il doit participer à une guerre de mitzvah, il ne veut pas dire qu'il doit faire le discours et faire la harangue et choisir les soldats, etc. Il veut dire non, dans une guerre de mitzvah, il y a un Kohen Mashiach Milchama d'un autre type, comme Pinchas, qui doit être en fait un héros qui va en fait aller au front avec les soldats et qui va en fait les motiver par sa présence, etc., etc. Et c'est de ça ce qu'il est question. Et on comprend aussi pourquoi est-ce que le Rav, donc ça répond à la contradiction avec le livre des mitzvot, et on comprend aussi qu'est-ce que le Ravad, il est venu objecter sur Maïmonide, c'est-à-dire que le Ravad, il avait compris ça, que dans Maïmonide, en fait, quand il dit que le Mashiach Milchama, il doit assister à une guerre de mitzvah, ça ne veut pas dire qu'il doit parler, mais ça veut dire qu'il doit participer au combat. Et sur ça, le Ravad, il objecte, il dit non, si le Kohen Mashiach Milchama, il doit participer à une guerre de mitzvah, c'est juste pour dire le discours, la première partie du discours, qui est un discours de motivation, mais pas pour participer au combat, etc., etc. Bon, ça répond à toutes les questions quand on dit ça, tu vois. Voilà, non. Mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est de donner un autre exemple. Donc, encore une fois, une des choses que je me base, c'est que, donc, encore une fois, Pinchas, il est Mashiach Milchama alors qu'il n'est pas Kohen. En plus de ça, comme ici, on voit comme je dis dans la Gemara, où la Gemara elle appelle le Mashiach Milchama, c'est toute l'assemblée d'Israël, c'est ce que la Mishnah elle appelle celui que la communauté elle a besoin de lui. Et si dans ce cas du conflit, ça serait quelque chose en fait on va dire, qui serait particulier à chaque conflit, c'est-à-dire qui est pas, ça veut dire voilà, ici Pinchas c'était le Mashiach Milchama de ce conflit parce qu'il descendait de Yosef, qui avait été vendu par les Midianim, parce qu'il descendait sûrement de Midian aussi. Donc voilà, et etc., qu'il avait commencé la mitzvah. Donc c'était celui qui est focalisé en fait, si tu veux, le combat le plus. Tu vois, ce serait comme s'il y aurait un Palestinien, je sais pas, tu vois, qui allait se battre pour Israël à Gaza, quoi. Ça veut dire un truc comme ça. On dit qu'il y aurait un père palestinien, une mère Israël, une mère juive ou un truc comme ça, et blablabla, et qu'il y aurait donc une sorte de mitzvah de le mettre lui au front, tu vois, qu'il soit là pour motiver, si tu veux, pour focaliser en fait, je sais pas, les aspirations du conflit, etc. Et donner un autre exemple à ça, c'est une autre preuve qui est peut-être plus forte. C'est celle-là, 2 secondes, si j'y arrive, comment ça se fait que j'y arrive pas, voilà, hop.
Donc normalement ici c'est simplement parce que voilà c'est simplement je dis à l'oral le temps que ça charge, c'est que en fait dans le comment dire dans le donc ça c'est encore donc ça c'est du parachat drachim, ça c'est bon j'ai pas encore cité honnêtement mais je vais dire l'idée simplement on va le faire dans les mots, c'est que quand le roi David il s'était réfugié dans la ville des Kohanim à Nov, où donc ensuite la ville elle a été massacrée par Shaoul, etc., parce qu'ils avaient porté assistance à David en lui donnant à manger, etc., comme on avait vu. Mais aussi, en fait, l'idée, c'est qu'au dans le Midrash, en fait, dans le Passouk, il y a marqué clairement que, et c'est ça ce que Doeg Adomi, donc qui était le chef du Sanhédrin de l'époque, comment dire, c'est cet argument qu'il va utiliser pour convaincre Shaoul, comme quoi le Kohen Gadol, je crois que c'était Eviatar, il était en fait, ça veut dire il avait participé ça veut dire il était avec David en tant que rebelle contre le roi, parce qu'il lui dit oui, parce que David il a demandé les Orim et Tumim, il a demandé une question au Kohen Gadol quand il était à Nov, on ne sait pas quoi, mais c'est ce qui a marqué en tous les cas dans le texte. Il lui a demandé dans les Orim et Tumim. Et le verset il dit là-bas, Véchal. J'arrive à retrouver le verset là-dedans. Je vais. Ça veut dire il va Shal Bachem. Shal Bachem. Il a demandé à Hachem. Et donc ça veut dire qu'il a demandé le Orim et Tumim. Et ça a été ça en fait, si tu veux comment dire si tu veux ce qui a convaincu Shaoul qu'il fallait tuer le Kohen Gadol parce qu'il s'était en fait révolté contre lui. Et là-bas, donc on nous dit que les généraux, ils ont répondu à Shaoul en disant mais non, mais il y a marqué que tout celui en fait que la communauté elle a besoin de lui, comme le Mashouach Milchama, il peut avoir accès au Orim et Tumim. Et on voit donc clairement, c'est parce qu'on va voir, on voit clairement en réalité que dans ce passage-là du Tanakh, que le roi David, ça veut dire en tant qu'il n'était pas encore roi, mais qui était général, comme étant celui qui avait tué Goliath, etc., il était considéré comme Kohen Mashouach Milchama. Il avait ce statut-là pour demander le Urim et Tumim. Donc on voit quand David n'était pas Kohen, ni rien du tout, etc. Mais ça veut dire que c'était un peu comme Pinchas, c'est la même chose. Ça veut dire c'est quelqu'un qui avait pris une position, on va dire, voilà, qui avait pris position dans le conflit et qui avait fait un acte, héroïque en tuant Goliath. Et donc en fait, il devenait et qu'il avait aussi, on va dire, donc il focalisait en fait, si tu veux, les attentes de la communauté. Donc il avait le statut de Kohen Mashouach Milchama. Et donc, il pouvait demander le Urim et Tumim. Mais c'est une preuve supplémentaire, comme quoi, et c'est un militaire. C'est ça l'histoire. Ce que je veux dire, pour moi, c'est l'histoire que, quand je vous ai cité toute l'histoire, que ça ne pouvait pas être le Kohen Gadol, etc., parce qu'il fallait qu'il ait des comptes à rendre à un supérieur hiérarchique, ça veut dire que dans cette histoire, c'est pour ça qu'il assiste, il va au front. Tu vois, alors que ce n'est pas mentionné dans le Deutéronome qu'il aille au front. Mais c'est-à-dire qu'ici, on parle d'un type qui va aller au front comme Pinchas, qui est envoyé à la guerre, qui doit participer au conflit, etc. Et, ça veut dire, puisque le verset il dit, je sais je sais pas où prendre dans l'histoire. Moi, je prends à partir d'ici, tu vois. Donc ça, c'est le Mishneh Meler. Moi, je sais pas son nom. C'était un rab du XVIIe siècle qui essaie d'expliquer les midrashim, etc. Et donc il explique cette histoire-là. Il dit, je prends à partir d'ici, je sais pas de la première ligne que j'ai mis ici. Je peux essayer de zoomer un peu. Tu vois, ça veut dire. Donc il lui avait dit donc il lui dit voilà que il faut entrer ça dans l'histoire de David. David, donc il lui dit, il fait rentrer ça dans un discours imaginé entre Abigail et qui est la femme qui n'avait pas voulu tromper son mari, etc. On va pas rentrer là-dedans, c'est déjà trop compliqué. Mais entre David en disant voilà, si je suis pas un roi, il se trouve que ce que j'ai demandé dans le pectoral, l'Achimelech qui était le Kohen Gadol, chez l'Okadina City. Donc, j'avais pas le droit de demander les Orim Betumim puisqu'il n'était pas roi à l'époque. Ça veut dire on demande Orim Betumim que pour le roi. Nimsa Shekedin Ilshin Doeg et Achimelech. Donc, c'était par voilà. Donc, Achimelech, c'est le Kohen Gadol. Donc, ça veut dire, il se trouve que Doeg, qui était le chef du Sanhédrin, il avait raison de dénoncer Achimelech comme le Kohen Gadol qui avait répondu par les Orim Betumim à David. Shayachayav Mita, que donc il aurait dû être mis à mort. Mishum de Chashiv Mored Bamalchut. Ça veut dire puisqu'il était considéré comme s'étant révolté dans la royauté de Shaoul, Bemashechal Li Borim Betumim, du fait qu'il a fait pour moi, il a intervenu pour moi en demandant le Betumim. Et puis Jadain Alidin Melech, parce qu'il n'avait pas encore le statut de roi. Benimsa de Bessibatin et Achimelech, voilà, et que donc c'est à cause de lui qu'Achimelech est mort.
Et donc lui il dit donc sur ça, donc lui dit que parce que lui, j'ai pas envie d'entrer dans l'histoire pourquoi est-ce qu'il met ça dans le dialogue entre Abigail et David. Il lui dit Lazé, bah Abigail Omar, Al Tira Mikolzé, qui milchamot Hashem a donné nilcham. C'est-à-dire que la raison qui est donnée là-bas, même dans le verset, pourquoi est-ce que David il a pu demander le Urim et Tumim alors qu'il n'était pas roi? C'est parce que il a fait la guerre d'Hachem. Milchamot Hashem a donné nilcham, ça veut dire les guerres de Dieu, notre maître se combat. Donc ça veut dire c'est comme Pinchas, ça veut dire, et c'est un statut de Kohen Mashwach Milchama, bien qu'en fait il est ni Kohen, ni vraiment nommé à ce sujet-là. Il n'avait pas été nommé par Shaoul pour demander le Urim et Tumim. Au contraire, tu vois, Shaoul il voulait pas tu vois, ça veut dire il voulait pas le mettre, mais ça veut dire Vakavana d'Amoinan Bakvi Yoma. Donc comme il dit dans le 7e chapitre de Yoma, Nishalim Urim et Tumim la idiot et Alemelech ou Mishat Sibur Sareko. Ça veut dire que, comme l'Agmara dit, on demande qu'au roi ou à celui qui est nécessaire pour la communauté, etc. Donc, il ramène toute l'Agmara. Et c'est ce qu'il dit donc, dans le Mishnah, chez David, il n'y avait aucun doute que David il avait le statut du Kohen ou un pour la guerre. Et donc, parce que c'est lui qui était, en fait, qui avait pris l'initiative du combat contre Goliath, etc., etc. Et donc, comme Pinchas. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est un deuxième aspect du Kohen Mashwach Milchama qui n'est pas mentionné, en fait, si tu veux, spécifiquement dans la Torah, qui serait quelqu'un qui, en fait, qui a une position, on va dire, symbolique et stratégique, j'en sais rien, en fait, dans la guerre, et il doit y avoir des héros de cette manière-là, des gens qui focalisent, en fait, le conflit, qui focalise, ça veut dire le sens du conflit et le comportement le parti qu'il faut prendre dans cette histoire. Et voilà, voilà. Il est loin matériellement. C'est ça la question. Alors c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, c'est une super bonne question, c'est que le mot Mashwach Milchama, c'est-à-dire qu'il est loin pour la guerre, a priori, c'est qu'il faut qu'il soit loin. Alors, donc, dans les deux exemples qu'on a donnés, tu vois, ça veut dire, il y a des réponses simples, parce que David, il avait été loin, mais il avait été loin comme roi. Mais si tu veux, les commentateurs qui veulent essayer, tu vois, qui remarquent tout ça, qui vont dans cette direction que moi je vous ai donnée, ils disent, ouais, en fait, ça veut dire que l'huile d'onction qu'il avait reçue comme roi, ça peut marcher comme Cohen. Et ils veulent dire la même chose sur Pinchas. Ils veulent dire que Pinchas, ok, il n'était pas Cohen Gadol, il n'était pas Cohen, mais c'est sûr que quand il a tué Cosby, même selon Ravashi, il avait été loin, mais c'était une onction qui était, ça veut dire qu'elle allait venir. Il n'était pas en fonction, quoi, mais qu'il y aurait une onction quelque part. C'est comme ça leur permet d'éviter la question et de dire oui, en fait, il y a une onction quelque part. Moi, je ne suis pas convaincu de tout ça. Moi, je pense, tu vois, que c'est un chidouche. Mais si tu veux, moi, je ne suis pas convaincu que c'est nécessaire que ça soit. Si ce n'est pas un Cohen, à quoi ça sert qu'il soit loin? Tu vois, David, il a été loin comme roi, il n'a pas été loin comme Cohen. Tu vois, un truc comme ça. Donc, ça veut dire pour moi, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Je ne sais pas, mais c'est une bonne question ce que tu dis, puisque dans la mitzvah, il y a marqué qu'il doit être loin. Donc, et ces deux-là, ils étaient loin, plus ou moins. Pinchas, on peut imaginer. Parce que tous les Kohanim, ils ont été loin le jour de leur inauguration, ça veut dire les premiers, c'est-à-dire quand il y a l'inauguration du Mishkan. Or, si en fait, Pinchas, quand il tue Cosby, on dit tu vas avoir une alliance de prêtrise, c'est logique de penser qu'en fait, il a été loin, même si jamais, en fait, il est rentré en fonction que beaucoup plus tard. Donc, ça veut dire, et David, on sait qu'il a été loin depuis le début, quand il était berger, etc., par Shemuel, mais il n'a pas été loin pour être Cohen, il a été loin pour être, ça veut dire, Mashwach Milchama, il a été loin pour être roi. Donc, c'est bon. C'est pour vous dire, ta question, c'est une bonne question. Ce que je veux dire, tu vois. Moi, ce que je veux dire, pour vous dire la vérité, je ne sais pas, c'est peut-être un stretch, tu vois, c'est un très stretch, mais pour moi, je pense honnêtement, ça veut dire, vous en pensez ce que vous voulez, mais que, en fait, parce que, tu vois, parce que les Ashkenazim, ils font pas Birkat Kohanim, comment dire, ça veut dire pendant les jours de la semaine, ni même Shabbat, ni rien du tout, etc. Mais en fait, l'idée, c'est que ce qui se passe, c'est que, donc, qui fait Birkat Kohanim, en réalité, c'est le Shaliach Sibour. Et moi, je pense en fait que cette histoire du Shaliach Sibour, qui a en fait le statut de Cohen, en fait, parce qu'il fait Birkat Kohanim, et parce qu'en fait, tu vois, le Cohen, en réalité, c'est celui aussi qui est envoyé par le Sibour, etc. Je pense, tu vois, en fait, que c'est un truc comme ça, et que c'est lié à cette histoire-là du double aspect du Cohen Mashwach Milchama. C'est-à-dire qu'il faut un Cohen qui soit loin, que les Sfaradim, tu vois, ils vont prendre cette histoire-là, tu vois, de la prêtrise comme étant, tu vois, un vrai Cohen, etc., où il peut y avoir un Cohen symbolique qui est celui qui est le Shaliach Tzibour, un peu comme David, etc., que si tu veux, puisque là, on l'a tué là sur il y a une sorte de guerre, ou quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire ensemble le chauffard, tous ces machins à Rosh Hashanah, etc., mais ça veut dire, et que ça se crée dans cette idée, moi je pense que c'est même, si tu veux, ce truc-là, ce machin-là, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, quand je dis c'est un stretch, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans, c'est une intuition, je pense, qui est bonne, ça veut dire, mais ça veut dire que c'est lié à ça, ça veut dire que c'est pas évident que ce soit un Cohen de race, on va dire, ou un Cohen
ou un que, tu vois, il y a comme une sorte de celui que la communauté elle a besoin, et il devient Mashiach Milchama d'une certaine manière, comme, je sais pas, tu vois, ça veut dire magique, quoi, j'en sais rien, tu vois, mais pour le moment, c'est pas quelque chose de, on va dire, de perpétuel, c'est quelque chose pour, au moment où il est Shaliach Tzibour, tu vois, c'est comme Pinchas au moment où il va faire la guerre, ou comme David quand il va faire la guerre, il est Mashiach Milchama pour ce conflit, pour ce truc-là, et c'est qu'il y a une mitzvah tu vois, c'est lui qui devient le Kohen, un truc comme ça, tu vois. Ça apporte un éclairage nouveau sur la fonction de Cohen, quoi. Ça apporte je veux dire, parce que finalement, bon, on pourrait penser que c'est une attribution, une fonction, alors que là, ça serait aussi lié aux circonstances, quoi, et lié au. C'est ça. Puisque le Kohen Mashiach Malchama, c'est clairement comme ça. C'est-à-dire, je m'excuse de te couper, mais c'est-à-dire que parce que toutes les positions, en réalité, normalement, elles s'héritaient de père en fils, et la Gemara dit clairement que le Kohen Mashiach Malchama, ça ne s'héritait pas de père en fils. C'était quelque chose qui devait être. C'est pour ça qu'il est témoin. Parce qu'en fait, le type, il est témoin même pour un seul conflit. Ça veut dire que c'est ce que l'onction, elle montre justement ici dans le cas du Mashiach Milchama. Ça veut dire que lui, il est choisi pour les générations à venir. Ça veut dire qu'il est choisi pour cette mission. Tu vois, ça serait le contraire du Kohen Gadol. Ce que tu avais aussi expliqué pour l'onction des rois, c'est à partir du moment où il y avait une novation, une nouvelle dynastie, l'occasion d'une nouveauté, il fallait pratiquer l'onction. Donc l'onction, elle est liée comme ça à une innovation, à quelque chose de nouveau, quoi, un nouveau. Quelque chose comme ça. Là aussi, Ouais, c'est ça. C'est ça. une nouvelle une inauguration, une initiative, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais c'est clair, tu vois, que cette histoire du Kohen Mashiach Milchama, elle est beaucoup discutée, si tu veux, dans la responsa. Je ne sais pas si je vais en parler après, mais ça veut dire, parce qu'à cause de cette histoire-là, c'est que comme en fait, la Gemara, en fait, elle amène deux drachot, si tu veux. Elle a dit le Kohen Gadol, ça devait être une fonction qui devait s'hériter de père en fils. On essaye au maximum que ça soit de père en fils, comme on voit que justement les enfants de Pinchas, qui en ont lui-même un fils de Elazar, si tu veux, sa dynastie de Cohen, elle va perdurer pendant 3 siècles à peu près. Et ça veut dire, et donc ça veut dire, mais le Cohen, et l'Agma a dit, mais le Cohen Mashiach Milchama, au contraire, il ne faut pas que ça soit une position qui s'hérite de père en fils. Et en fait, là, pourquoi ça va poser des questions? Puisqu'en fait, comme à l'époque, tout le temps où il y a l'histoire d'Israël, c'est le népotisme, si tu veux. Alors, en fait, il y a des rabbinim qui sont pro-népotisme en disant quand il y a un rav qui meurt ou qui prend la retraite, il faut que ça soit son fils qui prenne le job, etc. Et il y en a qui sont anti-népotiques, qui sont non pas pro-népotiques. Et en fait, tous, ils se basent sur cette Gemara, puisqu'il y en a qui disent ah oui, on voit que du Mashiach Milchama, il fallait pas que ça soit le fils, etc. C'est pas une position qui tu vois, qui se truc. Et il y en a qui disent oui, mais du fait qu'on avait besoin d'un verset pour le dire, ça veut dire que c'est une exception. Et les autres qui disent non, c'est dans le Kohen Gadol que c'est une exception, puisqu'on avait besoin d'un verset pour le dire. Donc c'est le Kohen Gadol qui est l'exception. Mais c'est-à-dire, si tu veux, donc ça veut dire, si tu veux, tout le monde joue sur les deux tableaux, et en fait, dans les générations, ça a été un grand débat, si tu veux, qui est basé sur ce passage-là. Ça veut dire, quelle est l'exception, qu'est-ce qui doit être la règle, tu vois? Est-ce que le Kohen Mashiach Milchama, ça doit être ça, le genre de leader qu'on a besoin, c'est-à-dire des mecs qui tu vois, qui rise for the occasion, comme on dit, c'est, tu vois, qui sont là pour, à l'occasion, qui sont trucs, etc., et qui sont pas les fils d'eux, ni rien, mais qui sont là parce que dans cette situation, c'est eux la personne adéquate, ou bien, en fait, il faut donner une pérennité, et qu'en fait, ça, c'est exceptionnel, et la règle, ça doit être toujours, non, que ça doit être le fils de son père, etc., etc., là-bas, il y a des passages, c'est super, ça vaut, parce qu'il y a un passage, bien que c'est une discussion, mais je le dis, ça va être intéressant, parce que dans un des commentaires des décisionnaires, que lui, il est pour le népotisme, etc., il y a un Gemara qui dit sur les dômes, parce que sur les dômes, il y a marqué Bazouille Atameot, tu as aucun respect, tu es très nul, quoi, grosso modo. Et la Gemara explique, ça veut dire quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas leur propre langue. Shen Loktav et Lolachon, ils n'ont pas leur propre langue, ni leur propre écriture, et ils n'ont pas de roi, fils de roi. Et lui dit, mais en fait, la raison pour laquelle ils n'ont pas d'écriture, etc., c'est parce qu'ils n'ont pas de roi, fils de roi. Il dit, parce que si jamais on met des gens qui sont élus à chaque fois, il dit, en fait, le président, on va dire, il ne parle pas du président, mais il dit, le type que tu mets maintenant, il n'en a rien à faire de ce qui va se passer après lui. Donc lui, il n'a aucun intérêt à ce que son peuple, il sache lire ou il sache faire des progrès. C'est que si tu mets une lignée, tu vois un pouvoir stable, le père, il se sent responsable pour son fils, donc il va, tu vois, non, c'est rien pour dire, c'est simple, parce que j'ai lu cet argument qui est intéressant quand même. On voit bien aujourd'hui que c'est comme ça que ça se passe, ça veut dire, tu passes le bucket pour le prochain. Moi, tu vois, j'ai 4 ans, je peux mettre le gouvernement avec 3 milliards de dettes, je sais pas quoi, c'est le prochain qui s'en occupera, tu vois. Mais ça veut dire,
Ça veut dire, D'un autre côté, le roi, il n'a pas intérêt à ce que son peuple, s'il veut que son fils il dirige, surtout si le fils n'est pas très brillant, il n'a pas intérêt à ce que le peuple devienne intelligent non plus. Quoi, tu vois, donc, non, ok, non, je sais. Mais ce que je veux dire en tous les cas, ce que je suis d'accord que c'est discutable et tout ça. Mais ce que je veux dire en tous les cas, c'est que c'est dans les commentateurs, c'est-à-dire dans la Gemara, c'est douteux à savoir qu'est-ce qui est le but, qu'est-ce qui est le mieux, tu vois. C'est en tout cas une opposition entre les deux postes, entre le Kohen Gadol et le Kohen Mashiach Milchama, et qu'en fait, c'est la question de savoir quelle est la règle, tu vois. Et la question, elle est que, en fait, dans les deux, il y a un verset, tu vois. Et la question technique, c'est que normalement, le verset, ça doit signaler une exception, sinon pourquoi on a besoin du verset, on peut dire, ou bien, tu vois, et comme dans les deux cas, il y a un verset, donc ça reste un débat à savoir, tu vois, qui c'est qui a raison, etc. Bon, bref, tu vois, mais ça veut dire, ça veut dire pour reprendre cette histoire-là, en fait, donc j'ai cité encore ça veut dire mais ça, voilà, je suis content d'avoir cité ça parce que ça, dans la littérature rabbinique, quand on parle du Mashiach Milchama, c'est un super gros morceau, tu vois, cette discussion, parce que tout le monde se bat, parce qu'il y a eu beaucoup d'enjeux politiques là-dedans, etc. Bref, tu vois. Et en tous les cas, pour revenir à ça, j'ai cité un dernier passage. Ça veut dire, et là encore, oui, j'ai cité aussi à part ça, donc là encore le link ne va pas marcher. Bon, je le mets quand même. Ça veut dire, enfin, comme moi je dis à l'oral. Ouais, bon, allez, moi je peux vous le faire. Ça veut dire, c'est simplement la Gemara, elle parle elle dit, si jamais en fait il y a comment dire, il y a le Kohen Mashiach Milchama et par exemple le roi ou je me rappelle pas, je vais cliquer, enfin bref, je vais dire à l'oral, la Gemara parle du Kohen Mashiach Milchama, s'il y a le Kohen Mashiach Milchama par exemple, et le roi qui sont dans un bateau, on va dire, et que tu peux en sauver un, qui c'est que tu dois sauver? Et la Gemara dit, en fait, le Kohen Mashiach Milchama, tu dois le sauver, parce que lui, la communauté, elle en a besoin. Et alors que tu vois que le roi, bon, comme tu dis, tu peux toujours en mettre un nouveau, tu vois, c'est-à-dire tu peux toujours trouver son fils qui va prendre sa place. Mais là-bas, encore une fois, Rashi, il dit, et le Roche, ça veut dire les commentateurs qui sont là-bas, donc c'est une Gemara dans Orayot, page 13a. Donc la Gemara, en tout cas, Rashi dit, et le Roche, ils disent là-bas qu'en fait, pourquoi est-ce que la communauté elle a besoin du Kohen Mashiach Milchama? Parce que c'est difficile. Si on prend le sens littéral où le Kohen Mashiach Milchama, c'est un mec qui fait des discours, ben ça, des mecs qui font des discours, on en a pas mal. Tu vois, surtout que c'est un discours qui n'est même pas improvisé, quoi, puisqu'il est déjà écrit. Rambam, il dit, OK, il peut rajouter des idées à lui, mais bon, je veux dire, des mecs qui parlent, bon, Hachem, dans le peuple d'Israël, on en a, tu vois. Donc, ça veut dire, donc voilà, donc en quoi c'est tellement exceptionnel. Donc c'est pour ça que la Barachi dit non, le Kohen Mashiach Milchama est nécessaire pour la communauté parce que c'est lui qui organise la guerre. Ce qui est très étonnant, tous les commentateurs là-bas dans Rashi, ils se disent mais c'est pas le rôle du Kohen Mashiach Milchama d'organiser la guerre, c'est pas un général, le Roche, etc. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on voit de cette histoire de Pinchas, ça veut dire la réponse, ça prouve encore une fois, comme je vous dis, c'est que il y avait le Kohen Mashiach Milchama qui est là pour raconter des baratins, tu vois, c'est-à-dire pour faire les discours, etc. Mais ça me tu vois, et ça c'est un aspect du Kohen Mashiach Milchama. Mais il y a le Kohen Mashiach Milchama qui doit participer au combat, qui doit partir au front et qui a une position, tu vois, centrale, comme par exemple David, comme par exemple Pinchas. Ça veut dire qu'ils sont et pour donner l'exemple, ou même au niveau stratégique pour avoir des idées au niveau du combat, etc., que ça fait partie de cette prérogative. Et voilà, donc ça, c'est une autre prérogative, en fait, du Kohen Mashiach Milchama. Et c'est pour ça, à mon avis, que ça doit être un militaire. C'est ce que la Gemara dit. Il doit être, en fait, quelqu'un qui a un boss sur lui. Ça ne peut pas être le Kohen Gadol. Ça peut pas être, tu vois, ça peut pas être un artiste ou un type, tu vois, comme ça veut dire qu'il débarque, je sais, tu vois, ça veut dire, les mondes de la chanson, pour dire, voilà, maintenant, c'est moi, je suis le Kohen Mashiach Milchama. Parce qu'en fait, ça veut dire, il a un grade militaire, il a un rôle militaire dans l'armée, en tant que même soldat ou général ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, voilà, il doit faire partie de l'armée, quoi. C'est ça ce que la Gemara dit. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas être le Kohen Gadol. Et il doit être aux ordres de quelqu'un. Et ça veut dire, donc ça, c'est la Gemara dans Orayot 13a. Bon, je vous l'ai dit à l'oral. Mais ce que je veux dire, après ça, j'ai amené un autre texte. Bon, celui-là, tu vas se dire, voilà, ça, c'est la photo que j'ai prise. Je ne sais pas, je vais essayer de la faire truquer. C'est parce qu'en fait, ça, c'est un texte, je ne sais pas comment ça se fait qu'encore sur l'ordinateur, il n'y a pas le Mordechai, que c'est un commentateur. Donc, le Mordechai, c'est un des derniers. Je vais essayer d'y arriver. Attends, je vais essayer de faire comment je fais. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop. Voilà. J'espère que ça va marcher. Et donc, ça veut dire que c'est-à-dire que, je ne sais pas, le mort de Christ, donc c'est un des derniers, c'est comme je vous avais dit non, je ne vais pas parler de ça avec vous, mais ça veut dire, si tu veux, les rabbinim ashkénazes, ça veut dire après que les Juifs, ils ont été chassés de France, par Louis IX, etc., ils sont partis en Allemagne, ils sont restés là-bas quelques siècles en Allemagne,
Et jusqu'à ce que là-bas, ça a commencé, en fait, il y avait des autres persécutions, c'est-à-dire, c'est pas qu'on brûlait le Talmud, ni rien du tout, mais c'est qu'ils avaient une autre méthode, c'était de capturer les rabbinim pour demander des rançons. Et donc, ça a été, et donc, un des derniers, donc, ça veut dire, donc, un des derniers décisionnaires qu'il y a eu en Allemagne, ça veut dire quand les Chiottes, elles avaient émigré en Allemagne jusqu'au XIIIe siècle, après ça, elles sont parties. Donc, c'est là où, en fait, il y en a qui sont partis en Espagne, etc. Ça a été ceux qui ont gagné dans l'histoire, c'est les Sfaradim, qui étaient à l'époque, donc, comme un petit peu comme une sorte de pays du tiers-monde en ce qui concerne l'étude de la Torah, qui sont devenus, comme ils ont eu une migration ashkénaze plus, ils avaient leur propre yeshiva, etc. Donc, ils sont devenus la première puissance, si tu veux. Et ça veut dire, donc, ça veut dire que pendant ce qui va leur durer jusqu'à ce qu'ils soient jetés d'Espagne à leur tour. En tous les cas, donc, mais en tous les cas, dans cette histoire, donc, le dernier des grands décisionnaires, du grand décisionnaire en fait Ashkenaz, donc c'est le Mordechai qui est. Donc je ne sais pas pourquoi en fait dans les éditions électroniques il y a pas ils l'ont censuré complètement. Mais en tous les cas, alors que c'est le Rama en fait c'est la source principale du Rama, etc. Donc mais simplement parce que lui là-bas il y a un passage dans ce Mordechai que je trouve très 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 étrange. C'est-à-dire que tu vois donc parce qu'en fait lui il se pose une question. Lui, parce qu'il parle d'une autre question, et ça, c'est une question que je m'étais jamais posée, et que après, bon, j'ai vu que c'était Maïmonide, il en parle complètement ailleurs, etc. C'est Bichlal, c'est parce qu'il y a un problème technique pour les Kohanim, en fait, de participer à une guerre, parce qu'en fait, il ne doit pas s'impurifier, et en fait, le cadavre d'un non-juif, il impurifie, à part les cadavres juifs, bon, j'espère qu'il n'y en a pas, mais même disons qu'il n'y en ait pas, mais bon, disons, mais même, à part ça, le cadavre d'un non-juif, ça aussi, ça impurifie au contact. Ça veut dire que la différence entre un cadavre juif et un cadavre non juif, c'est qu'un cadavre juif, il impurifie même si on n'est pas au contact direct du mort. Ça veut dire que si on est dans une salle où il y a le cadavre, tout le monde devient impur ou des choses comme ça s'appelle tomat ohel. Mais en fait, au contact, ça veut dire si jamais quelqu'un il prend un pistolet, il prend une épée ou j'en sais rien et il tue un non-juif, en fait, le Kohen, comme l'épée elle est en fer, etc., le Kohen qui tue le non-juif, en fait, il devient impur, quoi. Il a interdit de s'impurifier. Donc déjà, tu vois, tu vois, dans une guerre de mitzvah, a priori, évidemment, il participe parce que tout le monde y va, mais quand c'est parce que c'est un danger, etc. Mais si c'est une guerre facultative, est-ce que les Kohanim, ils participent au combat, etc. Et c'est en soi un problème. Ça veut dire, comme je vous ai dit, c'est ce que j'ai ramené après moi, je m'étais jamais posé la question, c'est des mecs dans le cours de samedi soir, ils m'ont posé la question, etc. Mais ça veut dire, en fait, l'idée, c'est quand tu regardes dans Maïmonide, il semblerait que Maïmonide, il pense que les Kohanim ne participaient même pas aux guerres de mitzvah. Mais tu vois, ça veut dire parce que pas à cause de ça, il dit c'est pour ça qu'ils n'avaient pas d'héritage dans la terre d'Israël. C'est parce qu'en fait, c'est comme ils n'avaient pas d'héritage dans la terre d'Israël, donc ça les exemptait en fait de participer au conflit, quoi. Tu vois, puisque voilà, donc c'est comme les étrangers, quoi. C'est comme tu vois dans un statut comme résident temporaire ou un truc comme ça. Et tu vois, et ça veut dire pour réfugiés politiques, ce qu'on veut. Donc, en tout cas, bref, en tout cas, mais ce que je veux dire, donc ici, mais maintenant, alors je veux encore une autre introduction, tu vois. Donc, le Mordechai, il touche à ce point-là. Évidemment, ça touche pour l'histoire du Kohen Mashuach Milchama, c'est-à-dire la question que lui va se demander, c'est est-ce que le Kohen Mashuach Milchama, il participait au combat ou pas, tu vois. Mais un autre point, ça veut dire que lui, donc il y a une autre question, une autre Gemara qu'il faut connaître. Ça veut dire, c'est que quand la Gemara, elle parle dans la Yefat Toar, ça veut dire donc il y a la mitzvah, donc la femme captive, tu vois qu'un juif plus ou moins il peut la violer, etc. Machin, bla. La Gemara, en fait, elle se demande est-ce que cette loi elle s'applique aussi à un Kohen. C'est une Gemara dans Kiddushin. Parce qu'elle m'a dit voilà, parce qu'un point non-juif, c'est-à-dire pour un juif en fait d'avoir une relation avec une femme non-juive, en fait c'est quand même interdit d'ordre rabbinique ou quelque chose comme ça, peu importe ce que ça veut dire. C'est un interdit, il n'est pas grave au fond. Et donc si on comprend que la Torah elle est permise. Mais un Kohen, lui, c'est un interdit beaucoup plus grave d'avoir des relations avec une femme non-juive, c'est un interdit de la Torah parce qu'elle a un statut de prostituée, enfin plein de je n'ai pas envie de rentrer encore dans un truc, que pourquoi c'est pour un Kohen, c'est beaucoup plus grave alariquement d'avoir des relations avec une femme non-juive. Alors, en tous les cas, l'idée, c'est qu'elle se demande est-ce que pour le Kohen aussi il y a cette permissivité? Est-ce que quand la Torah elle a permis la Yefat Toar, ça parle d'un soldat juif uniquement ou ça parle même d'un soldat Kohen? Et la Gemara, elle reste dans le doute, tu vois. Mais grosso modo, tout ça, c'est parce que le Mordechai, pourquoi je vous ramène ça? Parce qu'a priori, moi, dans ma tête, c'est à cause de ça, je m'étais dit, ouais, bon, donc il devait y avoir des Kohanim dans l'armée, tu vois, si jamais il n'y a pas de. Et parce que ça parle d'une guerre facultative, etc., donc ça veut dire qu'il y a des Kohanim dans l'armée. Mais je m'étais jamais, même, tu vois, posé la question. Mais en fait, dans tous les cas, ici, tu vois, le Mordechai, il parle de ça. Alors, et pourquoi le Mordechai, il parle de ça? Aussi, une troisième introduction, je m'excuse un peu de tout ça, mais c'est parce que, en fait, l'idée, c'est que lui, il dit, voilà, dans l'armée de David, en fait, les gens qui allaient à la guerre, ils écrivaient un contrat de divorce à leur femme, à condition que s'ils ne reviennent pas, ils soient divorcés à partir de maintenant.
Alors, tu vois, un Cohen, il a pas le droit de se marier avec une divorcée. Donc, est-ce que ça veut dire, la question, tout ça, ça part de savoir, c'est est-ce qu'un Cohen, il pourrait écrire un guet de ce type-là à sa femme et pouvoir rester marié avec elle ou pas? Puisque, tu vois, ça veut dire, parce que l'idée, c'est que comme le guet, il est valide rétroactivement, donc ça voudrait dire que si jamais, par exemple, il meurt dans la guerre ou il meurt d'une autre raison, ça veut dire, si le Mordechai, lui, en fait, c'est un décisionnaire, il n'était pas en train de se parler de ce qui s'est passé il y a 500 ans dans l'armée de David. Lui, son problème, c'est de savoir si c'est qu'un Cohen actuellement, qui est dans un endroit dangereux, qui peut se faire capturer par les nations, puisque justement, il y a beaucoup de captures, tu vois, ça veut dire beaucoup d'exactions qui étaient faites aux Juifs en Allemagne à ce moment-là, de cette manière. Donc, en fait, les meufs, elles restaient comme ça, tu vois, le bec dans l'eau, parce qu'elles ne pouvaient pas se remarier, c'est pas ce qui était arrivé au mari. Donc, il y avait des gens qui disparaissaient, on va dire, voilà, de manière, voilà, comment dire, mystérieuse. Et donc, on n'avait pas de preuve qu'ils étaient morts ni rien. Donc, en fait, le problème, c'est que ça faisait un problème pour les femmes, tu vois. Donc, et surtout pour les mecs qui voulaient se faire avec des femmes, j'imagine. Et tu vois, mais ça veut dire, donc le truc, c'est que, et donc voilà, donc lui dit, est-ce que les Kohanim, donc en fait, ils pourraient faire des contrats, des divorces de cette manière, en disant, voilà, si jamais je reviens pas de tel ou tel business, de tel ou tel truc, puisqu'un contrat de divorce, il doit être fait de manière, il doit être fait de la vie de la personne, on ne peut pas divorcer après sa mort. Donc, en fait, il faut automatiquement toujours que le contrat de divorce il soit rétroactif. Il faut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ou rétroactivement, ou à partir d'une heure avant ma mort, ou quelque chose comme ça, le contrat de divorce, il est rétroactif. Donc, le Mordechai demande est-ce qu'un Cohen, il pourrait faire ça ou pas. Et lui, il dit voilà, si jamais, donc lui, au début, il voulait apporter une preuve en disant voilà, comme dans l'armée de David, il faisait ça, et donc il y avait des Kohanim dans l'armée, donc sûrement, ça doit être permis. Et donc, lui, il veut dire ok, donc c'est de là où ça commence, tu vois, ça veut dire c'est pour vous mettre un peu l'ambiance. Je sais, j'ai vu trop d'introduction, donc j'avance. Mais c'est-à-dire que dans le texte, ça donnerait, je vais essayer ok, donc lui il parle de du Kohen Gadol. Il dit En la viraya, je pense que vous avez la flèche, j'espère que vous l'avez. Ouais. En la viraya, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu d'apporter une preuve. Mikol Ayotse, les Milchamat Ben David, de tout celui qui va dans la guerre pour la maison de David. Gam Kohanim, Ayu Amdim, puisqu'il y avait des Kohanim qui faisaient partir, Ayu Imaem, puisqu'il y avait des Kohanim qui étaient aussi dans la guerre, et au minimum, Saïch Liot Imaem Kohen Echad, il fallait qu'au moins il y ait un Kohen qui soit là-bas. À Corée, c'est lui qui lisait justement le Kohen Mashiach Milchama, qui devait lire cette harangue. À Corée, Mi Aish Ayare Verach Alevav, ça veut dire qui est l'homme, tu vois, ça veut dire qui est. Voilà. Donc parce qu'il dit ici c'est comme ça, Machal à Talmud. Donc ici le raisonnement qu'il va faire, il est très très étrange. Il dit parce qu'il dit donc il voudrait dire voilà donc il faudrait qu'il y ait au moins un Cohen qui aille au front et ce Cohen là il devait sûrement divorcer sa femme à condition s'il meurt etc. Il dit parce que si c'est ainsi donc lui il veut prouver que le Cohen Mashiach Milchama il participait pas au combat et sa preuve elle est très étrange. Il dit parce que si c'est ainsi Machal à Talmud qu'est-ce que le Talmud il demande le Pekama de Kiddushin, dans le premier chapitre de Kiddushin, Cohen, Maou Beyefatoa, est-ce qu'un Cohen, il a le droit d'avoir des relations avec une captive, ça veut dire de violer une femme non juive en guerre? Tipoukle, déduis-le, des Cohen Ayabe Milchama, que le Cohen, il faisait partie de la guerre. Des Gam Cohen Mashuach Milchama, des Gam Cohen Mashuach Ayabe Milchama, puisque le Cohen qui était loin, il faisait partie de la guerre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire un truc super étrange. Il veut dire comme ça, il dit que si le Cohen, Mishuach Milchama, il participait à la guerre, pour lui, c'est évident qu'il aurait le droit de violer une femme sur le front. Et que c'est ce qu'il dit, hein, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que l'Agma ait un doute sur ça. Et c'est super. Moi, je me dis, mais c'est quoi cette preuve? Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, en fait, pour moi, ça veut dire de ce que dit le Mordechai, la preuve. Est-ce que c'est une preuve? Moi, je pense à ce que je pensais moi, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut que le Cohen Mishuach Milchama, ça soit un militaire. Ça veut dire. Et si la Torah, dans les lois militaires, elle dit qu'on peut violer une femme sur le front, alors c'est impossible que ça ne s'applique pas au Kohen Mashiach Milchama. Et si jamais, en fait, l'Agma a un doute, ça veut dire que donc lui, il va partir de là une preuve que le Kohen Mashiach Milchama, il n'assistait pas au combat. Tu vois, dans la suite de la phrase, c'est ça ce qu'il va dire. Il va dire Degam Kohen Mashiach Milchama. Et la Vadaï, c'est ce qu'il dit Lo Kaya. Et en fait, il n'était pas là-bas.
les schémas Yachoser les Beto, parce que sûrement il rentrait chez lui à la maison après avoir fait le discours. Velo et Anirnas Borka Milchama. Il rentrait pas au combat. C'est à la preuve du Mordechai, elle est très étrange. Ça veut dire, lui va apporter une preuve que le Kohen Asher Milchama, il participait au combat et qu'il n'allait pas au front, que c'était ça maintenant qu'il faisait un discours, comme c'est marqué dans la Torah, il racontait du baratin et après il rentrait chez lui. C'est parce qu'il dit, oui, en fait, tu vois, c'est si jamais il allait participer au combat, c'est sûr qu'on lui permettrait de violer les femmes, ça veut dire sur le front, et du fait que la Gemara a un doute sur ça, c'est une preuve qu'il y allait pas. Tu vois, ça veut dire c'est quand même incroyable. Tu vois, mais tu vois, et a priori c'est bizarre, tu vois, ça veut dire quel rapport, tu vois. Moi je dis le chat c'est qu'à mon avis c'est si c'est un militaire jusqu'au bout. C'est comme la Gemara a dit que en fait il faut que ça soit quelqu'un qui a un boss sur la tête. Ça peut pas être un Kohen Gadol et tout ça, etc. Parce qu'en fait ça doit être un soldat comme les autres. Ça veut dire un soldat qui est Cohen, si tu veux, etc., comme Pinchas, comme David et tout ça, mais qui est au front, qui participe au combat et qu'il a les mêmes prérogatives qu'un soldat, tu vois, il n'a pas un statut privilégié, même moralement, en disant non, il est au-dessus, moi je fais pas ça, etc., etc., tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. En tout cas, c'est intéressant, en tout cas, ce passage, c'est très étonnant, ça reste mon explication, ça reste très intéressant, mais c'est ce qu'il dit, en tous les cas, voilà. Et juste 2 secondes, maintenant, j'essaie de voir ce que j'avais encore d'autre, parce que comme je suis dans le chat, 2 secondes, j'essaie de voir ce que j'avais d'autre sur... 2 secondes, je vais essayer de... Juste parce que il faut que j'arrive à retrouver mon WhatsApp. Désolé. Ah, parce que c'est ça, WhatsApp. Donc 2 secondes, je vais arrêter l'image, sinon j'ai plus besoin. Hop. Et je vais essayer de revenir sur WhatsApp parce que j'avais rajouté, donc le cours de la première version s'est arrêté là. Dans la deuxième version, j'ai ramené Maïmonide qui parlait, par exemple, justement, j'ai simplement ramené ça. Je ne vais pas vous rentrer dans les histoires que j'ai ramenées après, mais ça veut dire simplement, je vais simplement vous ramener le truc de Maïmonide qui parle sur les guerres, les Kohanim allant en guerre. Après ça, j'arrête. Ça veut dire voilà, donc c'est Maïmonide, je ne connaissais pas parce qu'il est dans les lois de la Shemitah, donc c'est très bizarre qu'il n'a pas parlé de ça dans la guerre. Ça veut dire, j'essaie 2 secondes, je vais vous le ramener, hein, j'y arrive. C'est dans les lois de la Shemitah. Et je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il n'a pas ramené dans les lois de la guerre. Mais donc, enfin, en tous les cas, donc, il là-bas dans les lois de la Shemitah, le Maïmonide dit ça, il dit Velama lo zachal Lévi ben achalat eretz Israël. Pourquoi la tribu de Lévi n'a pas une part dans l'héritage d'Israël, ou Bebizata et dans le butin, Imerham avec ses frères. Ils venaient chez Oudal la Avodet Hashem, puisqu'ils ont été séparés pour servir Hashem, les Sharto ou le Rod de Achav, donc pour le servir et pour enseigner ses chemins à Yesharim droit, au Mishpata, à Tzadikim et ses lois justes, l'Arabim à la masse, je sais rien, à la population. Chez comme le verset dit, Yeru Mishpatecha le Yaakov, les Torah de Israël, ils enseigneront tes lois à Yaakov et la Torah à Israël. Les Fichar, c'est pour cela, ou Dalou Midarkea Olam, ils ont été séparés donc du chemin du monde. L'Ochim Milchama, ils ne viennent pas à la guerre, ils ne participent pas à la guerre. Kacha Israël, comme les Juifs, Velo Nochalim, et donc c'est pour ça qu'ils n'héritent pas. Velo, ça veut dire dans la terre d'Israël, Velo Zochin Asman Bekuar Gufan, et ça lui dit, ils doivent s'empêcher de recevoir quelque chose qui vienne de leur propre travail, quoi. Ça veut dire, c'est vraiment le Kolelman, quoi. Ça veut dire, ils doivent, tu vois, ça veut dire, parce qu'ils doivent rien prendre qui viendrait par un effort. Hein. C'est ça ce qu'il dit. Mais quoi, Goufan, ça veut dire toujours leur venir, tu vois, ça veut dire, comme moi, je mets au moins les links sur le WhatsApp. C'est déjà un effort. Tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'ils ne doivent pas mériter quelque chose qui viendrait d'un effort physique. Et là, Mkhel Hashem, ils sont l'armée d'Hachem, Généma, Berech Hashem Khelo, puisque ceux qui sont appelés aussi une armée bénie dans la même bracha de Yaakov, il dit que Hashem bénisse leur armée. Donc ça veut dire qu'ils sont une armée, je ne sais pas, je sais pas quoi, qui ne fout rien. Et donc il leur donne Généma, je suis votre. Voilà, je suis ton héritage, ta partie, ton héritage. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, voilà, donc c'est pas évident. C'est-à-dire, c'est quoi le Mashiach Milchama dans cette histoire-là? Quand a priori, tu vois, c'est compliqué de comprendre. On voit que Pinchas, il a participé au combat, qu'il est allé au front, etc. Selon le Midrash, c'est lui qui a tué même un des 5 rois, etc. Avec le Tzitz ou je sais pas quoi, et tout plein d'histoires. Donc, j'en sais rien. Tout ça, ça reste problématique. Ça, je comprends, tu vois. Moi, ça veut dire, moi, j'avais même pas compris qu'est-ce que le Mordechai se demandait, est-ce qu'il y avait des Kohanim dans l'armée. Mais a priori, tu vois, ça veut dire, il semblerait que non, il y a un problème, tu vois. C'est dans une guerre, en tous les cas, facultative. Mais bon, voilà. Donc, pour revenir à ça, donc, pour moi, ce que je veux dire, c'est pour revenir donc à Rambam pour faire un summarize, pour revenir à ce qu'on a dit, c'est que, donc, Maïmonide, j'essaie si je peux retrouver
Mais donc, Maïmonide, il parle donc de la mitzvah du Kohen Mashur Milchama dans le 7e chapitre des lois de la guerre comme étant une mitzvah qui s'applique même dans les guerres de mitzvah. Alors qu'a priori, quand on lit la Torah, on a l'impression que c'est que dans les guerres facultatives. Maïmonide lui-même, dans le livre des mitzvot, il dit clairement que ça ne s'applique pas dans les guerres facultatives, que ça s'applique que dans les guerres facultatives et pas dans les guerres de mitzvot, donc c'est contradictoire. En plus, encore une fois, on a vu le Ravad qui dit que si jamais il participait à la guerre de mitzvot, c'était rien que pour dire un discours de motivation et c'est tout. Et le Rav Yosef Karo, il demande, mais qu'est-ce que le Ravad, il vient objecter sur Maïmonide? Donc, ces deux questions, elles se répondent. En fait, qu'a priori, Maïmonide, il ne parle pas du Kohen qui est loin pour la guerre comme faisant un discours ou quelque chose comme ça, mais plutôt comme participant au combat et étant quelqu'un qui ça veut dire qu'il focalise en fait les enjeux du conflit, comme Pinhas ou comme David, etc. Et que c'est ça, c'est dans cet aspect-là que le Kohen Mashur Milchama, en fait, il a un rôle dans une guerre de mitzvah, mais plus que tout ce qui est décrit dans le Deutéronome comme un discours, etc. C'est dans les guerres facultatives. Voilà, donc grosso modo, voilà, l'idée elle n'est pas compliquée. Après ça, tout le reste, c'était simplement parce que c'est un chidouche, parce qu'en réalité, comme on voit, c'est pas mentionné dans la Torah du tout. Et c'est quelque chose, tu vois, qui est même dans Maïmonide, c'est pas clair du tout, c'est une interprétation, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai ramené des preuves, en fait, de l'histoire de Pinchas, de l'histoire de David, qu'ils avaient un statut, et dans la Mishnah, avec les Gemara dans Yoma, que le statut de Kohen Mashur Milchama, c'est pas un statut, en fait, qui est nécessairement lié au fait ni d'être Kohen, ni d'être ni d'être Mashur Milchama, quoi. C'est quelque chose en fait qui a un statut qui peut être qui est indépendant de ça, qui est exceptionnel, etc., et voilà. Et avant ça, donc on a vu cette histoire-là que a priori ce Mashur Milchama il devait être un soldat comme les autres, et c'est pour ça que le Mordechai il dit que si jamais en fait il participait au combat, c'est sûr qu'on devrait lui permettre de violer des femmes. Il n'y aurait pas lieu de lui donner un statut privilégié par rapport à ça. Et donc ça prouve que justement le Mordechai prouve de là qu'il participait pas au combat, quoi. Voilà, voilà, j'ai pas grand chose. Sinon, je pourrais rajouter encore les histoires que j'ai, mais moi-même, j'ai plus envie d'entrer dans l'histoire. C'est parce que j'avais voulu, je me rappelle même plus ce que j'avais voulu. Je voulais pas. Dans ce que j'ai rajouté après, c'était plutôt parce que j'avais voulu ramener les réponses, tu vois, sur cette histoire-là du népotisme versus le non-népotisme qu'on apprenait en fait, tu vois, du Kohen Mashur Milchama. Mais bon, honnêtement, tu vois, il faudrait que je regarde mes notes et tout ça, et c'est un mauvais signe. Ouais, j'ai pas envie d'entrer là-dedans parce qu'en fait, ça veut dire, a priori, ça serait lié à cette histoire-là. Ce que j'ai voulu dire, c'est que, a priori, on pourrait répondre en tous les cas à des preuves, à des contre-preuves, à savoir si jamais, en fait, cette histoire du Kohen Mashur Milchama, est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce qu'on pourrait en apprendre de ça pour tous les jobs, en fait, qui sont liés à l'enseignement de la Torah ou n'importe quoi. C'est qu'en réalité, ça dépend de ça. C'est si jamais, en réalité, il devait organiser la guerre et il avait un rôle actif, en fait, dans le conflit. Donc, on comprend que la Torah n'avait pas besoin de nous dire que ça ne s'hérite pas aux enfants, puisque c'est évident, quoi. Tu ne veux pas être général par népotisme. Tu vois, ça veut dire. Et donc, en fait, tu vois, donc ça voudrait dire. Enfin, oui, ça aussi, on peut être un mauvais général. Mais ça veut dire. Mais que donc, a priori, donc, si la Torah le mentionne, ça voudrait dire, en fait, que c'est exceptionnel à ces positions-là, mais que normalement, dans les cas où on n'a pas besoin ça veut dire de talent exceptionnel, c'est que pour faire des discours. Alors là, en fait, ça devrait s'hériter de père en fils. Et que, par contre, l'autre avis qui pense que c'est le contraire, c'est parce que justement, lui, il pense que l'aspect du Kohen Mashur Milchama, c'est plutôt un aspect honorifique de faire des discours. Et donc, là, le fait que la Torah a dit que ça ne doit pas s'hériter, donc ça veut dire en fait que toutes les positions comme ça ne doivent pas s'hériter non plus, quoi. Voilà. C'est grosso modo ce que je disais quand c'est le Khatam Sofer, et je ne vais pas rentrer dans les mots, etc. Ouais, je ne sais pas si vous avez des choses à vous rajouter ou si vous vous arrêtez là. On vous laisse comme ça. Moi, je me posais la question vis-à-vis des Hashmonaïm. Est-ce qu'ils pouvaient éventuellement avoir ce statut? Est-ce qu'ils menaient une guerre de Mitzvah ou est-ce qu'ils menaient une guerre de, je veux dire, c'est ça. de conquête? Enfin, quel était le statut? C'est assez, ça m'a fait penser à ça, quoi. Des héros. Est-ce qu'ils pouvaient avoir ce statut de c'est de clair. Kohen Meshwar Milchama, parce que précisément, ou est-ce qu'ils agissaient dans le cadre d'une guerre de mitzvah ou pas, quoi? Moi, je pense que oui, tu vois, ça veut dire, a priori, comme on a vu, ça veut dire, moi, à mon avis, c'était quelque chose qui était douteux, mais comme on a expliqué que l'histoire, c'est que, comment dire, c'est comme l'État d'Israël, quoi, tu vois, c'est comme c'est la synergie, ça veut dire, la dynamique, elle dépasse l'intention, quoi, c'est ce que ça veut dire, et que la dynamique de la guerre des Hashmonaïm, à la base, leur intention, elle n'était pas pure, elle était ni impure, quoi, c'est exactement comme la fondation de l'État d'Israël, quoi, c'est un truc neutre, on va dire, avec une sorte
background de toile de fond un peu religieuse, mais vraiment floue et diffuse, etc. Et que la dynamique de l'action, elle a fait que c'est devenu et aussi, je pense aussi que les rabbinim qui ont été intelligents de récupérer le truc, tu vois, c'est-à-dire de canaliser la chose pour en faire un truc religieux et utiliser ça comme l'inauguration du Mishkan, du Beth Amikdash et compagnie, tu vois, ça a été en fait, tu vois, ça veut dire que c'est un super gros travail de récupération, ce qu'ils ont fait, c'est du génie d'une certaine manière. Hein. Je pense que, tu vois, ça a marché, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est que ça a marché. Et tu vois, mais que voilà, qu'en fait, voilà, tu récupères tu vois, tu penses qu'il y a quelque chose donc comme tu dis, c'était quelque chose, a priori, il devait avoir ce statut-là. Ça veut dire, c'est sûr qu'ils avaient, c'est un peu comme David, comme tu vois, c'est comme tous ces combats, comme pourquoi Pinchas, il a tué la princesse de Midian. Hachem, il avait Ah, pas c'est demandé. ça, c'est l'histoire de David, l'histoire de Pimras, ça m'a fait penser un peu à cette histoire des Hashmonaïm, quoi, sauf qu'eux, ils sont Cohen. Il y a quand même un Beth Amikdash qui est plus ou moins en Ouais, service, enfin, qui est peut-être pas en service, mais qui existe quand même. ouais, non, c'est sûr, C'est eux, ils sont moins. Elle était Kohen Gadol, ça veut dire, ouais. Non, non, c'est sûr, ça veut dire, ouais, je suis d'accord, ça Est-ce ressort. que dans les guerres qu'ils ont menées pour libérer le territoire de l'emprise des Grecs, est-ce que, je veux dire, c'est comparable à Yahushua qui va libérer, on va dire, le territoire des Cananéens? Est-ce que, voilà, est-ce que, vu qu'ils étaient occupés, est-ce que c'est une guerre de mitzvah pour s'approprier la terre d'Israël ou est-ce que, je veux dire, je sais pas, moi, c'est C'est des ouais, combats de conquête, de reconquête du territoire c'est compliqué parce que tu vois, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas clair dans ma tête. parce que dans la guerre des Hashmonaïm, ce qui est pas clair, c'est qu'il n'y avait pas d'indépendance territoriale dans un premier temps. C'est-à-dire Et que, justement, parce que tu vois, ils restaient, ça veut dire, si tu veux, si tu veux, c'était des combats d'influence, et c'est-à-dire, c'était plutôt une guerre presque civile, hein, grosso modo, mais c'est vrai qu'il y avait un appui des forces extérieures, mais en fait, si tu veux, il n'y a aucun moment, si tu veux, les Hashmonaïm, ils ont dit, on se révolte contre les Grecs pour créer l'indépendance d'Israël. Ça veut dire qu'en fait, les Hashmonaïm, ils avaient leur idée, elle était plutôt c'est-à-dire de se battre entre eux, si tu veux, plutôt, pour être Kohen Gadol et rétablir, si tu veux, devenir Kohen Gadol ou rétablir le service du temple. Mais en fait, chacun, en fait, si tu veux, il cherchait l'appui, soit des Grecs, soit des Romains, en tous les cas, ça veut dire, ils jouaient, en fait, si tu veux, ça veut dire, ils jouaient pas le jeu de l'indépendance. C'était pas leur, ça veut dire, c'est ça ce qui a fait, en fait, tu vois, c'est aussi ce qui a permis la récupération ensuite par les rabbinim de ce conflit. C'est parce que c'était pas, en fait, un conflit, il y avait jamais, jamais eu un truc de dire, on veut se séparer de l'Empire séleucide ou de l'Empire truc. Et faire sécession. Les Juifs, en fait, ils avaient tout intérêt à rester, à faire partie, en fait, de ce bloc, quoi. C'est un peu comme le Luxembourg avec l'euro ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, c'est les petits pays qui sont au milieu, ils sont tous intérêts à rester dans l'Empire, quoi. Tu vois, ça veut dire, parce que ça leur ouvre toutes les frontières, etc., etc. Donc, en fait, si tu veux, Israël n'était pas du tout, ils cherchaient pas une indépendance ni économique ni politique par rapport au Séleucide ou au machin, aux héritiers de l'Empire d'Alexandre. Ils voulaient soit rentrer dans celui d'Égypte, soit celui l'autre, et où, tu vois, ils jouaient les jeux d'alliance avec les Romains qui devenaient notre puissance. Ils ont joué, en fait, entre tout ça. Et à chaque fois, ils cherchaient l'appui d'une armée étrangère. Ils étaient appuyés, si tu veux, et ça veut dire ils étaient toujours appuyés par des soldats qui n'étaient pas juifs, etc. Mais donc je sais pas comment t'expliquer. Donc c'est pour ça, indépendance territoriale, j'y crois pas trop. Ça veut dire indépendance, elle est venue d'elle-même. Tu vois, c'est ce qu'on a vu dans l'histoire de Ezra, etc. Que c'est pour ça que c'est une kedusha qui vient là, selon Maïmonide, qui reste éternelle parce qu'elle est venue, elle n'est pas venue par la guerre. Ça veut dire l'indépendance, elle est venue d'elle-même. C'est un peu comme si tu vois les Palestiniens, ils abandonnaient Gaza parce qu'ils en avaient marre comme ça, quoi. Et un jour, ils disent, bon, allez, on prend un bateau, on y va. Je sais pas, on va partir en Ouganda ou j'en sais rien. Ils décident de partir. Tu vois, donc ça serait, tu vois, ça c'est un truc comme ça, tu vois, ça veut dire que voilà, que c'est ce qui s'est passé, en fait. Ça veut dire l'indépendance d'Israël dans le deuxième temple, elle est venue un peu par elle-même. C'est comme une synergie qui s'est faite parce qu'il y a eu comme les Grecs qui se battaient entre eux, que les Romains sont intervenus, etc. Il y a une sorte de vide qui s'est créé, quoi, de vacuum, qui a fait que le peuple d'Israël se retrouve indépendant un petit peu par défaut, quoi, petit à petit, etc. Mais c'était pas, on peut pas dire que les Hashmonaïm, ils se battaient en fait pour l'indépendance d'Israël. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, ils se battaient, justement, c'est très, tu vois, pour une sorte d'identité nationale peut-être, mais c'est surtout, c'était, voilà, surtout, on peut dire, c'est pour ça qu'on peut dire d'une certaine manière, c'était une guerre de mitzvah, parce que c'était pour établir le service du temple et pour la culture juive, etc. Mais c'était en même temps très diffus, parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi, quoi.
c'est une guerre identitaire. C'est très approprié, ça ressemble beaucoup un peu à ce que les Arabes font en France, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire une revendication identitaire, tu vois, ça veut dire diffuse, tu vois, et la charia, ils ne savent même pas ce que c'est, ni quoi que ce soit, c'est un truc comme ça, tu vois, sauf que, voilà. C'est pour ça que si jamais il y avait des imams un peu intelligents, tu vois, ils pourraient recanaliser ça et faire de ça un truc super, tu vois. Mais bon, c'est pas le cas. Tu vois, mais voilà, mais c'est ça l'idée, quoi, grosso modo. Mais c'est pour ça que c'est très difficile de parler de qu'est-ce que c'était, quoi. Ça peut être en même temps quelque chose de très simple parce qu'en fait, c'était justement. Voilà, je ne sais pas quoi dire, hein, c'est très compliqué. Mais ce n'était pas une guerre d'indépendance parce qu'il n'y avait pas de revendication d'indépendance. Il n'y avait pas d'intérêt. Ça aurait été suicidaire pour Israël de se déclarer indépendant à ce moment-là. Tu vois, c'était pas bête comme aujourd'hui à se battre pour rien, quoi. Ça veut dire, non, parce que c'était ça veut dire, parce que pour eux, ça aurait voulu dire ça veut dire être indépendant, ça aurait voulu dire, voilà, avoir une économie pourrie, revenir à une économie agricole, revenir à, tu vois, à faire descendre, tu vois, ça veut dire le statut économique du pays à moins que rien, etc., alors qu'ils avaient un avantage depuis qu'ils avaient été conquis, ils avaient, si tu veux, ils s'étaient développés économiquement énormément, tu vois. C'est ça le truc, tu vois, oui, ce sont des grands gagnants. Ça veut dire l'État d'Israël, c'était les grands gagnants et de l'Empire grec et de l'Empire romain par la suite. Ça veut dire au niveau économique, au niveau de tout ça, quoi. C'est un peu comparable à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, je sais pas si Israël est quand même indépendant. Là, Heureusement, j'ai du mal à dire ça, mais il y a quand même un peu de ça aussi quand Trump il signe la fin de la récré, quoi. Un peu ce qui s'est passé, hein. Je sais. Ah non, mais c'est ça, hein, c'est ce qui s'est passé. Tant mieux, je sais pas. Enfin, c'est pour lui. C'est déjà ça. Un peu déprimant. Ok, Enfin, bon. il faut couper, tu veux couper. Voilà. Non, j'ai arrêté le Bon. recording, je crois. Je sais pas si ça a arrêté, je sais pas. J'ai appuyé sur stop recording, je sais pas si ça. Ah, non, J'ai arrêté le robot.